Je viens de terminer une formation pour mes étudiants autour de Google 360 et je me suis dit c'est pas possible que je vous en fasse pas profiter. Alors oui, il y a beaucoup de choses à mettre au sein de Google. Ça a été quand même une formation sous forme de 6 séances, quand même ça a été assez long, disséminé donc sur des blocs de 3 à 4 heures dans lesquels j'ai donné des études de cas. Bref, ça vous concerne pas. Ceci dit, je me suis dit j'ai un tel contenu qui est tellement dense que je vais aussi vous en faire profiter et donc je me dis je vais en faire une vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vais aussi mettre une mise à jour 2025 parce que la conférence grand-messe de Google annuelle, le I/O 2025, vient juste de paraître et donc à la toute fin, je vais vous en parler et je vais vous montrer en quoi ce sont justement des avancées, des progrès et pourquoi aussi Google aujourd'hui a cette dominance malgré le DMA. On vient sur mon ordi directement et je vais vous dérouler ces slides un petit peu en vous expliquant un peu toutes les évolutions sur ce cours Google 360 que j'ai eu l'occasion d'animer par 2 fois déjà et que j'adore pour le coup. 5 séances, évidemment je vais vous le faire en version très accélérée parce que sinon vous y prendriez 7 heures peut-être. D'ailleurs il y a une vieille vidéo sur notre chaîne qui dure 7 heures, mais là évidemment je vais vous épargner ceci. Bon, je vais pas me représenter, je pense que vous savez qui je suis. De toute façon, de manière disséminée, j'amène des petites infos au fur et à mesure de la formation, d'une manière générale. Donc, sachez-le, quand même, je suis le dirigeant de l'agence Cyril Digital et une formateur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant dans le marketing numérique et dans le marketing de manière générale. Voilà un petit peu les références qui sont les nôtres à l'heure actuelle et qui évoluent d'ailleurs, puisque ça, c'était plutôt l'année dernière. Là, on a 3-4 autres clients, gros clients de plus. Pour le coup, donc je reviens sur les objectifs qui étaient ceux qui étaient demandés par l'organisme de formation pour lequel j'ai animé ce type de module, c'est-à-dire comprendre la puissance de Google. Et malgré le fait que on en dise du mal toute la journée, on a même annoncé sa mort il y a quelques mois par rapport à la baisse effectivement des recherches qui pourraient être possibles puisque les gens utiliseraient de plus en plus l'IA. Eh bien pour le coup, Google est et reste encore aujourd'hui un monopole pendant encore pas mal d'années, je pense, malgré le DMA. Je reviendrai sur le DMA dans le cours de la formation, bien évidemment, mais malgré le fait que les habitudes changent tout simplement, il faut savoir que Google va maintenir sa position dominante et en deuxième partie de la formation, je reviens sur les nouvelles annonces 2025, justement sur le Google I/O et sur le fait que tout va encore changer dans les semaines qui viennent. Alors évidemment, ça va être d'abord les Américains, mais c'est bien que vous les voyez d'ores et déjà parce que comme ça vous permettra de vous rendre compte de ce qui va nous avaler. J'exagère un petit peu en disant nous avaler, mais en tout cas, va venir prendre le pas, tout simplement, sur la manière dont on a fonctionné avec Google au fur et à mesure des années. On va parler évidemment évolution de Google, donc la culture Google. On va parler des réponses des requêtes que les utilisateurs font. Pardon, j'ai un peu de mal. Ça s'appelle les SERP en l'occurrence, les Search Engine Result Page, les résultats qui sont donnés par Google lorsque les gens font des recherches. Et le référencement local, très important le référencement local. Il y a plein de vidéos que j'ai faites là-dessus. Donc, je vous engage justement à aller les voir en complément de cette formation. Ça vous permettra d'apprendre énormément de choses et bien évidemment de les mettre à jour aussi parce que si elles ont déjà quelques semaines ou quelques mois, ça donnera forcément lieu à des évolutions. On parlera évidemment du SEO. Indispensable évidemment, même si ce n'est pas un cours de SEO à l'heure actuelle. J'ai fait aussi beaucoup de vidéos sur le SEO. Il a pas mal évolué ces derniers temps. Le SEA, qui est donc le référencement, mais cette fois-ci en payant. Ah oui, j'ai pas précisé le SEO, c'est le référencement organique. Le référencement organique, le référencement payant avec l'achat de mots-clés majoritairement, mais pas que. D'ailleurs, Google Ads, c'est beaucoup plus que l'achat de mots-clés. Et les 5 et 6 qu'on voit pas dans ce module-là, enfin dans ce plan-là, que j'évoque aussi, c'est comme je viens de le dire, la présentation de Google I/O 2025 avec tout le futur qui arrive vers nous. Et enfin, ce sur quoi bosse Google depuis des années, tout ce qui est lieu vers la réalité augmentée, l'association, on va dire, de l'IA avec nous en tant qu'humains. Comment est-ce que on va pouvoir voir le monde évoluer à l'intérieur même du microcosme Google versus humain. Il y a ce qui est travaillé à l'heure actuelle, il y a ce qui va être possible,
qui va être impossible, et aussi pourquoi est-ce que ça va changer beaucoup nos façons de faire dans le futur. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de vidéos dans cette formation. Je ne vais pas vous les montrer, sinon ça n'aura pas forcément un gros intérêt que, en gros, vous voyez une vidéo dans une vidéo. Mais sachez-le, c'est important qu'au sein de la formation, moi, j'intègre dans mes supports, évidemment, des exemples et des mises en situation et des analyses d'une manière générale extérieures aux miennes. En l'occurrence, les questions, notamment en lien avec les datas, sont très importantes. On le sait, souvent, les gens se disent, on a l'impression d'être enregistré par nos outils. Alors ils disent pas Google, hein, ils disent par notre téléphone. Et pendant des années, on a cru que c'était faux, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de lanceur d'alerte qui était revenu sur le fait que ce serait possible. Beaucoup de gens bossant sur Google, personne qui en soit sorti, les pu le mettre en place. Et sur Facebook, pareil. En tout cas, la plupart des gens ne sont pas idiots. Ils voient bien que quand ils vont sur un site web, quand ils interagissent avec une marque, après on voit beaucoup de pubs de même sorte. Donc forcément, ça amène beaucoup de questions. Mais c'est vrai que le microcosme Google en lui-même fait que ça pourrait être autre chose. La localisation de votre téléphone, le fait que Google Maps soit lié avec votre compte Google aussi, tout un ensemble de choses qui font qu'il y a beaucoup de points de contact différents qui sont acceptés par les utilisateurs d'un téléphone d'une manière générale, qui fait que, bien tout simplement, Google a beaucoup d'informations sur vous. Je ne vous passe pas cette vidéo, mais vous pourriez la découvrir parce que, évidemment, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites pour essayer de déceler ça. Et pour la première fois en 2025, il y aurait possiblement dans les bases de données avec les datas, évidemment, des utilisateurs, des informations qui seraient utilisées, notamment issues de conversations téléphoniques. Mais ça reste des hypothèses. Pour l'instant, ce sont un ou deux lanceurs d'alerte qui l'ont évoqué, et Google ne s'est pas encore trop fait challenger là-dessus, en tout cas sur les conversations téléphoniques. Google s'est fait challenger sur énormément d'éléments sur la data, c'est sûr. Il a reçu des amendes aussi, et quand on lui dit il faut que tu abandonnes le principe même de l'usage des cookies tiers, Google n'arrête pas de repousser et de dire oui, on va le faire, mais en fait on fait l'année prochaine, et l'année prochaine, et l'année prochaine, et on y est encore aujourd'hui. Par contre, Google fait aussi quelques efforts. Alors évidemment, vous allez me dire c'est petit par rapport à ce qui est demandé, mais oui, Google Analytics a changé, donc il n'est pas le même usage qu'avant, et possiblement il y a de fortes chances que le retargeting, donc vous le verrez dans la partie SEA, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, forcément qu'il va changer. Alors le retargeting, c'est quoi? C'est le fait de proposer des publicités ciblées à des personnes qui ont déjà interagi avec la marque. En l'occurrence, il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus, et Google semble un petit peu montrer patte blanche. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas beaucoup plus vite que ce que demande beaucoup on va dire la régulation européenne? C'est tout simplement parce que Google a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, et donc forcément les lobbying de Google font que, en général, quand l'Europe demande ça, Google dit oui, mais voilà. Et donc en gros, il ne place pas encore toutes ses billes au même niveau, et on est en plein procès Google d'ailleurs en ce moment, et on devrait avoir de nouveau une mise à l'amende de Google parce qu'il ne suit pas encore complètement les directives du DMA, et donc je le présenterai tout à l'heure. L'univers Google dans un premier temps. Il faut savoir que la société appartient à Alphabet, donc j'ai plusieurs vidéos qui remontrent un peu l'antériorité de Google, comment ça s'est construit, comment les deux créateurs, Sergey et Larry, ont créé Google. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, les étudiants adorent ça, voir un petit peu comment ça s'est lancé dans leur garage. Je vais peut-être vous en passer un micro extrait, mais l'idée, évidemment, c'est pas de vous montrer la totalité. Et effectivement, donc ce contenu, si vous le retrouvez sur YouTube, vous en saurez beaucoup plus, justement parce que une création sans limite. C'est un entretien, c'est une vidéo du Monde qui est très 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 intéressante. 1998 et 2018, les ordinateurs sont passés de ça à ça. Internet est passé de ça à ça.
Et Google est passé de ça, de chercheurs en informatique dans un garage mal rangé, à ça, une valeur estimée à environ 750 milliards de dollars, 89 000 employés, des services allant de la messagerie en ligne à la voiture autonome et un quasi-monopole sur certains secteurs du numérique, ce qui génère des critiques. Mais alors, comment l'entreprise Google est-elle devenue un empire en à peine 20 ans ? Pour commencer, il faut comprendre pourquoi ce moteur de recherche s'est imposé face à ses concurrents comme Yahoo ou Lycos. Allez, va chercher. Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé. Dans les années 90, les moteurs de recherche utilisent une manière de classer les pages très basique et peu efficace. Les pages sont principalement rangées en fonction des mots-clés qu'elles contiennent. En gros, si on schématise, une page qui comporte 30 fois le mot chocolat a beaucoup plus de chances d'apparaître en tête des résultats qu'une page qui ne le contient qu'une seule fois, même s'il s'agit de la page du meilleur chocolatier du monde. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent consulter des annuaires de liens comme celui proposé par Yahoo. Les liens y sont sélectionnés et classés par des humains, c'est plus pertinent, mais les annuaires sont souvent mal mis à jour et on ne peut pas faire de recherche très précise. Résultat, search engines didn't really understand the notion of, which pages were more important. If you type Stanford, you get sort of random pages that mention Stanford. Lui, c'est Larry Page, le cofondateur de Google avec Sergey Brin. C'est lorsqu'ils font leurs études en informatique à l'université américaine de Stanford, entre 1995 et 1998, qu'ils comprennent comment rendre plus facile les recherches sur Internet. L'intuition géniale de Page et de Brin, c'est de partir du principe que plus une page web a un grand nombre de liens qui pointent vers elle, plus cette page va être importante et fiable. Et c'est autour de ce principe qu'ils construisent un algorithme qu'ils appelleront le PageRank, qui leur permet de classer de manière très efficace l'ensemble des pages d'Internet. Et la beauté du système, c'est qu'ils peuvent utiliser l'ensemble d'Internet comme une sorte de sondage géant qui leur permet de mettre à jour en continu les pages les plus intéressantes et leur classement. L'entreprise est fondée le 4 septembre 1998 et son moteur de recherche s'impose assez vite. You did not launch any great marketing campaign. You literally let it expand by word of mouth. That's right. We launched the search engine originally at Stanford. We carried over the traffic to the Google.com site, and we grew from there, like 20% per month, every single month, over and over and over. And over 3 years, that compounds to a huge amount of traffic. Et cet important trafic va rapidement être monétisé. Pour la société qui s'installe à Mountain View en Californie en 1999, le deuxième facteur de développement, c'est la publicité. In the beginning, we didn't have any advertisements at all. And as we went to add advertisements, it was very important to us that those ads be as relevant to the search as the search results themselves. L'autre idée révolutionnaire de Google, elle ne concerne pas tant les internautes eux-mêmes que les annonceurs publicitaires. Puisqu'en 2000, Google commence à leur proposer d'afficher des résultats contextualisés directement aux côtés des résultats de recherche. Par exemple, un internaute qui fait des recherches sur une panne de moteur de voiture se verra proposer directement les annonces des constructeurs automobiles. Donc c'est extrêmement efficace. Les utilisateurs cliquent beaucoup sur ces publicités qui commencent à rapporter énormément d'argent à l'entreprise. Ça va permettre à la firme d'acquérir une position ultra dominante sur ce secteur. Entre 2001 et 2017, les revenus publicitaires de Google vont passer de 70 millions de dollars à 95 milliards. Mais si ces revenus ont explosé, c'est que ses fondateurs sont aussi allés chercher la publicité sur d'autres supports que son moteur de recherche. Le troisième facteur de la réussite de Google, c'est la diversification. And then I think part of our job we see as creating new things. Creating new things or buying them at very early stages. Just looking at how we really invest the resources we have and continue to grow that. Pour s'étendre, l'entreprise a plusieurs stratégies. En premier, elle met au point de nouveaux services efficaces comme Gmail, Google Maps ou Google Chrome. Par exemple, en 2004, Hotmail ou Caramel sont ébranlés par l'arrivée de Gmail. Le service de messagerie électronique propose plus de stockage que ses concurrents. Et le géant s'appuie sur son savoir-faire en termes de moteur de recherche interne à la messagerie. Donc pour gagner un marché, la société de Page et de Brin s'assure une avance technologique pour être sûr d'écraser la concurrence. Deuxième stratégie, le rachat de structures prometteuses comme Android en 2005. When it was starting, it was a little startup we bought. It wasn't really what we were really working on. I felt guilty about spending time on that. That was stupid. That was the future, right? That was a good thing to be working on. En effet, Android équipe plus de 85% des mobiles dans le monde.
Puis, en 2006, Google dépense 1,65 milliard de dollars pour racheter YouTube, une plateforme de vidéo en ligne. Aujourd'hui, YouTube est devenu le numéro 1 de la vidéo sur Internet et représente une gigantesque manne publicitaire. Enfin, troisième stratégie, Google ne cesse d'investir dans des secteurs avant-gardistes, comme par exemple l'intelligence artificielle. Les projets les plus spectaculaires sont développés dans Google X, la branche la plus futuriste de l'entreprise. C'est le cas des Google Cars, pionnières en termes de voitures autonomes, ou des Google Glass, qui n'ont cependant jamais trouvé leur public. Car il ne faut pas oublier qu'en 20 ans de course à l'innovation, l'entreprise a aussi connu de nombreux échecs. C'est le cas de Google+, un réseau social, ou de Wave pour le travail collaboratif. Mais si l'échec n'est pas vraiment un problème chez Google, c'est parce qu'il affiche un quasi-monopole sur certains secteurs du numérique. C'est le dernier facteur de son développement. 7 de ses services comptent plus d'1 milliard d'utilisateurs chaque mois. C'est grâce à eux que la multinationale affiche des revenus de plus de 110 milliards de dollars en 2017, avec un taux de croissance de 21%. Avec tout cet argent, l'entreprise continue de consolider son empire, avec toujours plus de nouveaux rachats et toujours plus de nouveaux projets. Du moteur de recherche à la voiture autonome en passant par la domotique et la santé, la firme de Mountain View est devenue tellement tentaculaire qu'elle a dû se restructurer en 2015. La société Alphabet a été créée. Elle est placée sous la direction de Larry Page et la présidence de Sergey Brin. Google n'est plus qu'une filiale dans laquelle ont été rassemblés les services les plus rentables, tandis que d'autres structures d'Alphabet accueillent des projets de recherche comme la biotechnologie ou Google X. Alors en 20 ans, Google, qui était une petite start-up avec un fort capital de sympathie, est devenue une gigantesque multinationale qui s'est invitée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ça s'est aussi accompagné de nombreuses critiques et d'une baisse de leur image. La première critique concerne l'accumulation de données personnelles, ce qui pose la question de leur protection. Par exemple, Google a collecté des données de localisation d'utilisateurs d'Android à leur insu en 2017. Deuxième critique, ces techniques d'optimisation fiscale. Par exemple, un transfert de près de 16 milliards d'euros aux Bermudes a été signalé par la Commission européenne. Il aurait permis d'éviter de payer des milliards d'euros d'impôts. Troisième critique, le risque d'abus de position dominante sur certains secteurs. En 2018, Bruxelles a infligé une amende de plus de 4 milliards d'euros à l'entreprise pour avoir favorisé ses logiciels sur Android. What we found is that Google pursue an overall strategy on mobile devices to protect and expand its dominant position in Internet search. Cette fragilité s'accompagne aussi de problèmes au sein même de l'entreprise. Depuis peu, Google fait aussi face à des critiques internes, ce qui est une vraie nouveauté pour cette entreprise qui a toujours affiché une grande unité dans sa communication et dans son fonctionnement. Plusieurs projets, des contrats avec l'armée américaine ou un projet de moteur de recherche censuré à destination de la Chine ont également fait dire à des salariés de l'entreprise qui sont exprimés publiquement que Google avait peut-être un peu perdu ses idéaux du début. Bon voilà, ça résume bien ce que je disais, ça évoque déjà un petit peu cet abus de position dominante que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on reverra tout à l'heure puisqu'on est en plein domaine, en plein procès aux États-Unis, là où avant c'était l'Union européenne seulement qui mettait Google à l'amende, là ça y est, c'est international. Et donc vous avez peut-être entendu parler que les États-Unis disent à Google qu'il devrait se séparer de l'un de ces outils. Alors quand je dis Google, je devrais dire Alphabet, puisqu'au final, les États-Unis disent pourquoi pas vous séparer de Google Chrome. Ce qui n'arrivera sans doute pas, hein. Mais pour le coup, voilà ce qui apparaît beaucoup en ce moment et pour lesquels ça amuse beaucoup les autres GAFAM et les autres géants de la tech parce qu'ils se disent mais moi je ne porte acquéreur comme OpenAI qui est le propriétaire de ChatGPT et ou Perplexity, je pense aussi qu'il l'a fait. Et encore une fois, si tant est que Google pourrait, mais ce qui n'arrivera pas, hein, mais s'il pourrait vraiment se dire OK, je le mets en vente, je pense qu'il n'aurait jamais les moyens parce que Google le mettrait à des tarifs exorbitants. Alors, on va revenir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Google à l'heure actuelle? Donc oui, Google, c'est à la fois Google Chrome, un navigateur extrêmement puissant qui a été bonifié au fur et à mesure des années, un petit peu à la même, au même rythme que les algorithmes Google de sélectivité des réponses faites face aux requêtes. Donc un navigateur très puissant, très rapide,
très bouffeur d'énergie aussi parce que évidemment, qui dit puissant dit aussi que ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, Edge, quand il a été lancé il y a quelques années, on disait il accotait à peu près, mais les autres, que ce soit Firefox, Opera et même d'autres navigateurs, ne sont pas ni aussi rapides ni aussi pertinents dans ce qu'ils proposent dans l'étendue des services. Google, c'est évidemment Google Ads. Alors Google Ads, on dit trop souvent que c'est l'achat de mots-clés, mais ça n'est pas que ça, puisqu'on peut faire plein de différents types d'ads, donc de publicité, via Google Ads, et on le verra donc dans la partie 1, 2, 3, 4 de cette formation Google 360. Google, c'est aussi Google AdSense. Google AdSense, c'est l'endroit où vous pouvez vous enregistrer si vous voulez mettre de la publicité sur votre site internet et donc dire à Google, OK, je te donne le droit d'aller placer sur mon site et devenir annonceur en quelque sorte des pubs à condition que ce soit tel genre de pub. Voilà, il y a plein de conditions, mais c'est une régie publicitaire. L'autre côté de Google Ads, Google Ads propose d'être présent sur certains sites aussi. Faut bien que Google ait la proposition de ces sites en question. Donc il faut pour cela avoir un compte sur Google AdSense. Google Alerts, c'est un outil pour moi pas complètement réussi. D'ailleurs, je pense qu'on en entendrait beaucoup plus parler s'il était extrêmement performant. Mais c'est quand même un service de Google qui permet de recevoir des emails lorsqu'un mot ou un nom arrive sur le web cité sur certains sites web. Et pour le coup, vous voulez en être tenu informé. Par exemple, vous travaillez pour, McDonald's. Vous mettez McDonald's comme mot-clé et à chaque fois que un article ou une page parle de McDonald's, vous recevez un email sur votre mail personnel. Pourquoi est-ce que je dis que ça pourrait être un formidable outil? C'est parce que c'est pas complètement fiable et surtout, pour l'avoir pas mal utilisé dans le passé, ça ne va pas fonctionner avec tous les sites. Donc malheureusement, ça va fonctionner majoritairement sur les grands sites, pas les petits. Et voilà, c'est perfectible. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dessus au fur et à mesure des années parce que c'est un service qui est gratuit notamment. Google Discover, ça j'aime beaucoup plus déjà. C'est un outil qui, jusqu'à l'année dernière, était présent sur la version mobile de votre application Google et qui venait en dessous de la barre de recherche et qui était des articles proposés. Alors vous saviez peut-être pas que ça s'appelait Google Discover, mais c'était ça. Et donc pour le coup, vous aviez plein d'articles qui étaient proposés en fonction évidemment de vos centres d'intérêt, ce que vous aviez recherché dans le passé, etc., etc. Depuis quelques semaines, Google a annoncé que Google Discover allait arriver aussi sur les SERP classiques de Google, c'est-à-dire avant de faire des recherches, vous aurez déjà des articles qui vous seraient proposés de base, un peu comme vous avez sur Yahoo ou sur MSN. Voilà, Google Calendar, très utilisé, encore une fois, pas d'option, alors gratuit, mais avec très peu d'options de monétisation selon Google. Le moyen pour lequel ils ont trouvé de justement rendre un peu lucratif Google Calendar, c'est de l'associer avec Google Meet, puisque Google Meet a des solutions payantes. Je reviens dessus juste après. Chrome, j'en ai parlé. Google Drive, c'est l'espace de stockage. Donc, vous savez que vous avez tous un espace de stockage gratuit et que arrivé, je pense qu'on est à 15 gigas, un truc comme ça, et arrivé au maximum de stockage utilisé en gratuit, on vous propose la solution payante. C'est un espace de stockage en ligne associé avec Google, évidemment, puisque quand vous recevez des mails, s'il y a des pièces jointes, ça vient gonfler votre espace de stockage également. Google Earth, alors on n'en parle plus beaucoup, mais c'est quand même ultra intéressant puisque c'est un service de visualisation terrestre de Google et c'est ce qui vous permet de voir les photos par satellite qui sont associées justement avec Google Maps. Et c'est assez fort quand même ce qu'ils ont fait. Encore une fois, comment le monétiser? Pas évident, même si évidemment des services premium peuvent être proposés aux entreprises qui en ont besoin. Google Maps, je viens d'en parler, ça c'est très utilisé. Et c'est un service qui a beaucoup changé ces derniers temps parce qu'ils ont intégré de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Il y a plein de nouvelles visualisations qui sont rendues possibles. Alors peut-être pas là où vous êtes, mais dans les grandes villes, il y a beaucoup de choses, vous le verrez tout à l'heure. Et ça n'arrête pas de bouger, c'est fantastique. Gmail, c'est l'éditeur d'email qui est proposé par Google. Google Hangout, c'était le service de visioconférence personnelle et de messagerie instantanée qui normalement a été supprimé, je crois, l'année dernière.
qui était destiné à la famille. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient lancé Hangout, qui était un chat en fait, après ils ont lancé Google Meet, qui était la visioconférence. Et les gens ne comprenaient pas trop la différence entre les deux, puisque quoi qu'il arrive, on pouvait faire aussi de la visio sur Hangout. Donc finalement, ils ont gardé plus que Meet, qui est un service freemium pour le coup. Vous pouvez l'avoir en gratuit avec peu d'utilisateurs, et vous pouvez évidemment prendre la solution payante. Google Images, qui est la galerie des photos stockées par Google. Alors, il y a une petite histoire que je raconte en formation par rapport à la toute première image que vous voyez là de Jennifer Lopez et qui est en fait la première image référencée par Google parce qu'en fait, suite au défilé, je pense, Versace, on est autour de 2003, je crois, Google s'est rendu compte qu'il y avait énormément de recherches de la dite photo en question et qu'ils n'avaient pas d'outils spécifiques dédiés à ça. Donc pour la petite histoire, en fait la photo la plus recherchée du monde n'était même pas bien catégorisée par Google et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en créer Google Images. Google Shopping pour tous les e-commerçants, très important puisqu'ils permettent d'avoir une visibilité additionnelle à tous les produits qu'ils peuvent avoir sur leur site web. Google Analytics, qui est l'outil de tracking le plus complet d'analyse de données de sites web. Alors, j'ai précisé non marchand, mais il y a aussi des fonctionnalités marchandes. Pour le coup, aujourd'hui, il y a pas mal de concurrents qui sont venus à côté Google Analytics parce que, justement, elles ne respectaient pas certaines données en lien avec le RGPD et la confidentialité des données. Et aujourd'hui, GA4 est rendu complexe à mettre en œuvre, à paramétrer, même s'il est il permet d'aller beaucoup plus loin quand on fait des Google Ads, quand on fait du SEO via Google, que si on utilisait les concurrents. Alors, je peux les citer les concurrents, mais pour les utiliser dans certains cas de figure, c'est vrai que je vois pas trop l'association possible entre ces concurrents et les outils de SEO ou les outils de SEA qui sont proposés par Google. C'est pour ça que on maintient à l'heure actuelle encore les fonctionnalités classiques que propose Google Analytics. Google Search Console, c'est un formidable outil justement sur le SEO. Avant ça s'appelait Web Developer, je crois, un truc comme ça. Et donc, ça donnait l'impression que c'était à destination que des développeurs. Sauf que c'est complètement faux. Google Search Console, c'est avant tout un outil pour les marketeurs. C'est-à-dire les personnes qui veulent comprendre quels sont les mots-clés qui sont associés à leur site web, quels sont les liens qui sont faits entre leur site web et d'autres liens sur le web, et comment justement faire progresser le référencement naturel au sein même de l'écosystème Google. C'est beaucoup plus fiable que la plupart des autres outils qu'on peut utiliser en externe. Et pour le coup, oui, il y a une partie qui est destinée aux développeurs. Et c'est pour ça qu'avec Pierre, dans l'agence, parfois, il y a des trucs, je dis, tiens, ça marche pas parce que j'ai eu un flag de la Search Console, mais c'est du webmastering, donc c'est plutôt à toi de le faire. Par contre, quand on parle des mots-clés et du travail qui doit être fait au niveau des métadonnées sur le site web, mais qu'on visualise sur la Search Console, c'est d'un travail des marketeurs, en l'occurrence moi. Voilà, ça se présente comme ça. J'en ai fait un micro-tuto que vous retrouverez, je pense, sur notre chaîne secondaire. Donc, je le montre là, mais à mon avis, on ne vous montrera pas l'élément parce qu'on va monter cette vidéo assez rapidement. Et surtout, si elle est longue, évidemment, on n'a pas énormément de temps en termes de montage à dédier à ça. Par contre, n'hésitez pas à y faire une petite recherche sur notre chaîne YouTube. Je suis persuadé que je l'ai fait il n'y a pas longtemps en plus à la demande d'une cliente. Donc, c'est sûr que vous la trouverez. C'est un micro-tuto sur la Search Console. Google Trend, c'est un outil donc de Google pour l'analyse de tendance des mots-clés. Je l'ai très peu utilisé parce que je trouvais que c'était très vague. En tout cas, pour les clients que j'avais qui n'étaient pas des multinationales, c'était des grandes analyses globales sur les marchés, parfois financiers, parfois globaux, sur des grandes marques en fait. Donc pour le coup, je ne m'y suis pas repenché, mais ça pourrait valoir le coup puisqu'on a des clients un petit peu plus gros maintenant depuis que l'agence a passé ses 3 ans et ça pourrait être intéressant justement de l'avoir. Google Tag Manager, c'est un outil, cette fois-ci plutôt développeur, pour associer les outils Google entre eux, que ce soit Google Ads, Google Analytics, Google Search Console et même d'autres, Merchant Center, voilà. C'est vraiment un outil vraiment plus développeur. Il y a peu de chances que vous compreniez et que vous en ayez besoin. Et c'est pas mal une usine à gaz d'ailleurs, mais bon. Avant, justement, il y avait Google Optimize qui a fermé et qui est un outil Google de test A/B des produits, des pages produits, notamment pour un site e-commerce. YouTube, ils en ont parlé il y a quelques minutes sur la vidéo. Ça a été racheté par Google très rapidement et pour le coup, forcément, c'est une formidable attractivité pour Google.
avec tout le potentiel que peut donner une chaîne YouTube dans son développement et dans le développement d'une marque. Waze a été acheté donc il y a peut-être une dizaine d'années maintenant et fait donc partie intégrante de Google. Pour le coup, ils sont aujourd'hui regroupés avec les équipes de Google Maps. Donc moi je donne pas cher à payer de la vie de cette application, mais comme les gens l'aiment beaucoup pour certaines fonctionnalités qu'on ne trouve pas sur Google Maps, pour l'instant elle existe encore. Il y a plein d'autres outils Google, évidemment je vais pas les présenter et dans les cadres de la formation je passe du temps aussi pour discuter avec les étudiants là-dessus. J'ai pas évoqué Lens que j'adore et qui est vraiment une fonctionnalité de visualisation et de recherche directement par le fait de faire une photo ou une vidéo directement. J'ai pas encore évoqué Gemini qu'on évoquera tout à l'heure en deuxième partie, mais il y a plein de formations sur la chaîne où vous pouvez trouver des éléments en lien avec l'IA. Qu'est-ce que j'ai pas évoqué qui serait important et utile? Non, voilà, les autres vous les voyez ici. Pas besoin forcément de me donner autant de détails, même si évidemment on peut aller bien plus loin. Maintenant, on en arrive à la deuxième partie qui est l'évolution des recherches. Et là, je vous ai montré en préambule l'évolution de Google sur les 20 dernières années, mais on n'a pas trop parlé de l'expérience de recherche et justement comment cette recherche elle a évolué au fur et à mesure des années. Au départ, Google, c'était une interface blanche, vous verrez tout à l'heure. Après sont arrivés les liens cliquables et les liens sponsorisés, mais il y a un constat qui est celui qu'on amène aujourd'hui, c'est que depuis plus de 10 ans, Google a fait évoluer les pages de réponse des recherches Google et c'est un fourre-tout monumental alors qui est censé aider l'expérience utilisateur, mais qui a créé une sorte de constat qui est que de moins en moins d'utilisateurs vont formuler leurs recherches sur Google. Alors il n'y a pas que ça, hein. Évidemment, il y a plein d'autres éléments. On a évoqué l'IA, on a évoqué la jeune génération qui préfère les réseaux sociaux, ou je l'ai peut-être pas encore évoqué, mais là voilà. Mais c'est vrai que pour un site ou une marque qui chercherait à se faire connaître avec le tunnel de vente classique, eh bien aujourd'hui la réalité c'est que c'est rendu hyper complexe de bien analyser et comparer les solutions entre elles parce qu'on dit que le search s'est verticalisé. Il s'est verticalisé. Pourquoi? C'est déjà, il y a une partie des gens, ils savent directement où chercher leurs réponses à des questions. Pour la recherche d'informations, Wikipédia. Bon, c'est un mauvais exemple parce que Wikipédia est en train de perdre énormément de points puisque les gens utilisent aujourd'hui ChatGPT. Mais pour l'inspiration, par exemple, Pinterest ou Behance. Pour la recherche professionnelle, LinkedIn ou Malte. Vous voyez l'idée, les produits, on va aller directement sur Amazon, Google Shopping ou les marketplaces. En gros, avant, Google était un vecteur à chercher tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a tellement d'options additionnelles et qui nous paraîtraient plus logiques qu'on ne va pas forcément utiliser Google. On dit que le duopole qui était composé pendant des années de Google et de Meta, il est en train de disparaître vers un oligopole plus diffus. Voilà, Google en 2005, c'était ça, donc une succession de liens bleus avec des pubs et très très peu d'éléments type images, vidéos et compagnie. Aujourd'hui, en 2023, 2024, 2025, c'est une formation, comme je l'ai dit, que j'ai déjà animée 2-3 fois dans les 3 dernières années. Pour le coup, on a beaucoup plus de choses et ça affiche énormément de choses, que ce soit des résultats enrichis, des fonctionnalités de base telles que des attributions, des images, des produits, des vidéos, des questions déjà posées, des cartes, mais également des éléments qu'on appelle les knowledge elements comme card, panel et brand maintenant, à savoir des informations dites plus globales qui éviteraient aux gens d'aller directement sur un site pour trouver leurs réponses. Par exemple, si vous écrivez le nom du président de la République, c'est pas un quiz, hein, je vous le demande pas. Et pour le coup, directement, vous avez un knowledge card, c'est-à-dire une affiche qui vous donne de l'information sans que vous ayez besoin de cliquer sur Wikipédia ou sur le site de l'Élysée. On l'a pour card, panel et brand qui vient de sortir, brand pour les marques et qui est à l'heure actuelle lancé aux États-Unis mais pas encore en France. Vous avez les groupes de recherche associés, vous avez les news, les stories à la une, plein de features, donc d'éléments additionnels qui vous sont proposés
voilà, tels que la bourse, les flights, les avions, enfin les billets d'avion, les vols, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La météo, enfin vous avez plein de fonctionnalités vraiment additionnelles. Et pour le coup, c'est très important si vous voulez commencer à vous intéresser sur le référencement naturel, sur comment bien apparaître dans tous les éléments que propose Google, eh bien il faut travailler sur ce qu'on appelle les données de marque. Et les données de marque, elles permettent de s'afficher sur les knowledge graph. Et les données de marque, c'est ce qui vous permettra d'avoir plus de visibilité à la fois sur les nouvelles SERP telles qu'on les voit à l'heure actuelle, mais également sur l'IA. Donc c'est très important de travailler ces éléments-là au plus tôt, de même que les possibilités de ressortir notamment sur Google Lens. Je l'ai évoqué il y a quelques secondes. Google Lens est une formidable opportunité pour toute personne qui voudrait mettre leurs produits directement en ligne, mais encore faut-il qu'ils puissent référencer les images correctement via ces fonctionnalités pour ressortir dans Google Lens, tout simplement. Que vous dire d'autre? Google Lens, oui, associé à Google Lens, vous avez de la traduction automatique maintenant qui permettent aussi d'avoir beaucoup d'options pour des ventes internationales. Vous avez Live View, donc j'ai mis un QR code si vous voulez le regarder avec un article qui vous précise comment Live View est arrivé à Paris, Londres, New York, San Francisco ou encore Tokyo. Vous l'avez aussi dans les aéroports avec des indications qui permettent aux gens de voir dans plus de 1000 aéroports leur itinéraire grâce à Indoor Live View. Vous avez aussi la vue immersive qui est donc une vue qui est proposée par Google Maps et qui permet d'avoir des vues aériennes associées à de l'intelligence artificielle. Et donc c'est dans les plus grandes villes du monde. Et voilà, vous avez pas mal d'options qui sont reliées de nouveau cette fois-ci avec Google Maps. Et vous l'avez beaucoup aussi, la vue immersive, sur les monuments. Notamment, plus de 250 monuments ont été ajoutés, tels que l'Acropole, l'Empire State Building, la Tour de Tokyo, la Tour Eiffel. Bref, vous avez tout un ensemble de monuments qui sont rendus possibles grâce à l'IA. La suggestion de fond de contenu a beaucoup été bonifiée aussi et permet donc dans les SERP d'avoir déjà des opportunités pour les gens qui cliquent à la fois en fonction du volume de recherche fait sur un ensemble de mots-clés, mais également sur les précédentes recherches effectuées. Vous avez la traduction instantanée des articles. Alors ça, on est encore en bêta alors que ça fait quand même quelques mois qu'ils l'ont lancé. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir accès à des articles du monde entier à partir du moment où ils vont être traduits live grâce à Google et sans forcément avoir besoin d'un équivalent directement dans un média de votre pays. Gemini ou Gemini, on dit les deux, qui a été donc lancé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, et qui est associé avec AI Overview, comme vous pouvez voir ici. On en reparlera lors de la 5e partie. Et donc, c'est vraiment, en gros, Gemini que vous utilisez comme une application ou sur votre ordinateur, mais cette fois-ci associé directement en haut des pages de requêtes. Le premier nom, c'était SJI ou SGE, et c'est devenu AI Overview maintenant. On l'attend, ou peut-être que c'est arrivé à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, on l'attend depuis quand même plusieurs mois pour la France. D'ailleurs, dans une récente allocution publique, Sundar Pichai, il a annoncé justement que la plupart des pays allaient en être dotés justement de Gemini directement dans les AI Overview, avec aussi des fonctionnalités similaires à Google Lens. Je pense que la France fait partie d'un des derniers pays qui va être lancé, tellement qu'en gros, la France leur pose un problème réglementaire. Click to Search, une fonctionnalité de Google que je présente dans cette vidéo qui rappelle un petit peu les fonctionnalités qu'on peut faire directement à partir d'un mobile vraiment spécifique avec la bonne technologie, mais qui va permettre d'encercler et d'utiliser des éléments visuels sur des pages web ou sur des photos ou sur des vidéos et de demander à ce qu'il y ait une recherche visuelle qui soit faite par Google Lens direct. Ça s'appelle Click to Search. Et là-dessus, alors vous me direz...
peut-être que c'était les premiers à le faire, mais c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est sur TikTok depuis déjà quelques années en Chine. Donc en gros, ils l'ont lancé pour les appareils qui étaient un minimum avancés et qui permet que les gens, s'ils sont sur une vidéo ou une photo, ils se disent tiens, j'ai besoin de ça, j'encercle et Google Lens est associé et va rechercher le produit en question directement sur le web. Sur la partie recherche, je pense que ça fait un petit peu le tour. Alors, est-ce qu'on annonce la fin de Google pour 2030 ? Sans doute pas, puisque Google a encore énormément mis d'argent sur la table pour faire évoluer tout son écosystème. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dense, de plus en plus difficile de savoir où mettre son énergie et que c'est pour ça aussi qu'on est là pour accompagner la plupart de nos clients ou de nos formés, puisque en l'occurrence, je comprends que ce soit un peu une usine à gaz parfois pour bien s'y retrouver. Toujours dans la deuxième partie, on évoque maintenant le poids et l'importance du référencement local, que je vais évoquer évidemment dans cette formation aussi, mais que vous retrouverez de manière beaucoup plus précise et dense dans les vidéos que j'ai faites sur la chaîne et qui ont d'ailleurs pris énormément de vues au fur et à mesure des années, parce que c'est indispensable d'avoir une vraie présence locale dans les fiches Google Business. Et donc, je vous rappelle les grands principes ici. Si c'est pas suffisant pour vous, d'abord, n'hésitez pas à envoyer des questions directement en bas de la vidéo. Mais je peux aussi vous renvoyer vers les vidéos qu'on a faites dessus dans le passé et ça vous donnera de l'information additionnelle. Dans les grands principes, il faut garder à l'esprit et faites un imprimé écran si vous voulez, ou arrêt sur image si vous voulez bien lire toutes les slides, parce que là, il y a beaucoup de texte pour le coup. Mais en gros, il faut une fiche qui soit le plus remplie possible. Utilisez tous les attributs proposés par Google Business Profile. Ça vous permettra vraiment d'avoir le maximum de résultats. La récurrence et la dynamisation d'une fiche passe par ça. Je vous ai remis un peu tous les critères un peu plus loin pour que justement vous puissiez savoir ce qui est important. Donc les catégories primaires, additionnelles, le rang d'autorité du lien évidemment que vous avez au niveau de votre site web, le nombre et la note des avis, les mots-clés dans les avis et les questions, les mots-clés en titre, la proximité, mais ça vous ne pourrez pas y faire grand-chose, l'adresse physique, très importante, et la note moyenne. Là, de la même manière, j'ai remis un peu tout ce qui était le plus important entre critères et impact élevé, modéré et faible. Et là-dessus, ce qu'on demande à nos clients de commencer le plus tôt possible, c'est la collecte d'avis, parce que je dirais pas que c'est ce qui donne le plus de points, mais quand même un peu. Et c'est surtout que ça marche en réputation. Ça marche comme un biais cognitif qui est que plus on a d'avis, plus on a une note qui est élevée, plus on connote fiabilité dans la tête des gens. Donc j'ai rappelé un peu comment collecter des avis clients et l'importance évidemment de les collecter, de monitorer sa réputation, c'est aussi un service qu'on fait. J'ai l'impression de faire un peu de pub de temps à autre, mais bon, c'est vrai que sachez-le, pour la plupart de toute façon des éléments qu'on montre en formation, on les propose à la fois en formation plus longue et plus dense et plus adaptée à votre projet ou votre entreprise. Donc ça peut être évidemment un gros accélérateur que de faire une formation complète avec nous, mais également en prestation de service si vous n'avez pas le temps de le faire. Petit focus sur le DMA et les impacts sur Google Business. Donc l'année dernière, le DMA a été mis en application. Et qu'est-ce que c'est que le DMA ? C'est le Digital Market Act. C'est un texte de loi qui dit que Google effectivement a un abus de position dominante et qu'il doit lâcher du lest, qu'il doit autoriser les autres plateformes à récupérer une visibilité qu'ils avaient perdue. Ce DMA, vous en trouvez une définition ici. Je viens de la schématiser en quelques secondes. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que lire une slide, ça n'aura aucun intérêt pour vous. Par contre, sachez-le, le DMA ne concerne pas que Google. Il concerne tous les gatekeepers qui sont grosso modo des GAFAM et qui, alors il y en a un ou deux autres de plus. Il y a ByteDance aussi. Je pense qu'ils veulent mettre des applis un peu costauds comme Airbnb, des choses comme ça. Et en gros, qui est que ces leaders dans leur secteur sur le marché doivent aussi laisser la place à d'autres professionnels. Eh bien, la conséquence en tout cas du DMA par rapport au CERT, donc par rapport à la recherche organique,
Comment est-ce qu'elle peut s'analyser? Eh bien, d'abord, Google a relaissé la place à ce qu'on appelle des packs locaux. Les packs locaux, majoritairement, ce sont, comme vous pouvez voir ici, des annuaires. Et pour le coup, c'est là que c'est très important d'être présent dans les annuaires parce que ça permet d'aider à du netlinking et de revoir un petit peu le nom de votre marque remonter. Il y a plein de packs locaux qui ont été lancés et ils sont en lien avec votre activité. Dans le bâtiment, il y en a certains, dans la restauration, il y en a d'autres. On les a cités dans un article au complet et dans la vidéo qui est citée ici. Alors, j'ai bien un article au complet à l'instant où on l'a fait. Comme ça fait déjà quelques mois, peut-être qu'il y en a des nouveaux. Et en plus, c'est pas à prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a marché à un moment donné que ça va marcher pendant tout le temps. Je sais que par exemple, pour être assez proche de l'entreprise Eldo, dont j'ai une des anciennes étudiantes qui travaille, à un moment donné, les avis Eldo étaient référencés dans les packs locaux et sur les fiches Google. Et d'un seul coup, ils ne le sont plus sur les fiches Google. Bon, ça va, ça vient. C'est un travail qui doit être fait de manière régulière par justement la plateforme Eldo pour garder cette légitimité et cette association. Même Facebook, là, vous voyez, nous on a des avis sur Facebook qui sont un peu vieux, qui ont été référencés. Et ces derniers temps, on les a plus sur notre fiche. Les avis des pages jaunes, oui. Les avis de Mappy aussi. Mais les avis Bing, Apple, même Trustpilot, ouais, on en a sur le programme Alpha. Et dont je vous parlerai à la fin. Non, tiens, je vais en parler maintenant. Le programme Alpha, c'est le meilleur programme d'accompagnement pendant 12 mois, à ma connaissance, en termes de rapport qualité-prix, qui vous permet d'avoir accès à nous sous forme de coaching collectif toutes les 3 semaines, ainsi qu'un programme en plus, des ressources en ligne additionnelles et un carnet de bord. Et je vous dirai pas le prix parce qu'il évolue évidemment depuis le début, mais on a un ensemble d'apprenants qui font ce programme pendant tout le temps et qui rentrent et qui posent leurs questions sur les groupes et qui vous permettent justement d'avoir toutes les réponses à vos difficultés pour votre visibilité en marketing numérique aujourd'hui et dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous mets le lien ici. Parce que même dans les commentaires, parce que en l'occurrence, à mon sens, si vous n'êtes pas une PME et que vous n'avez pas les moyens peut-être de faire appel à nos services, c'est un très bon moyen justement d'apprendre à faire par vous-même. Donc voilà des exemples de packs locaux qu'on peut dire qui sont aussi des agrégateurs de e-réputation parce qu'elle va vous permettre de valoriser encore plus votre marque. Et sachez-le, les avis également textuels qu'on va retrouver sur votre site web sont référencés aujourd'hui par Google comme des réponses plus que les avis de Google en fait. Donc, faut pas hésiter justement à travailler ces éléments-là d'une manière générale aussi sur votre site web. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le DMA? En fait, là, je vais vous le montrer d'un point de vue visuel, que vous puissiez vous rendre compte. Parce que le DMA, aujourd'hui, c'est l'Europe, en l'occurrence, qui est concernée par le DMA. Et c'est vrai que les packs locaux qu'on voit avec des cartes, on les a partout. Que ce soit sur Bing, vous avez des cartes. Même sur ChatGPT, maintenant, vous avez des cartes. Ces packs locaux-là arrivent en haut. Ils donnent de l'information sur l'activité. Donc, c'est très important en référencement local de travailler ces éléments-là. Et les résultats organiques arrivent souvent en dessous. 99% du temps en dessous. Pour le coup, celui de la page Google, vous pouvez le gérer directement par votre compte Google Business Profile, qui est aujourd'hui à la fois sur Google Maps et sur les SERP. Donc, vous voyez ici, une fois que vous l'avez créé, dans les 3 petits points là. Et j'ai rappelé les critères de ranking, mais je reviens pas dessus, on en a déjà parlé il y a quelques minutes. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous travailliez aussi les packs locaux, les sites de lieux, tous les éléments qui vont, en fait, vu que la page Google Business, elle a perdu de sa superbe. Si on veut qu'elle se maintienne en haut, il faut qu'il y ait aussi des éléments de packs locaux très travaillés, très paramétrés pour être sûr que justement les deux continuent à fonctionner. Et la réalité, c'est que parfois je dis à mes clients, est-ce que tu as pensé à créer ou à monitorer ta page sur les pages jaunes, sur TripAdvisor, sur Eldo, sur d'autres? Et ils me disent, ah non, on n'a que le temps pour Google.
mais malheureusement, on perd beaucoup de points parce que ça n'est plus seulement Google. C'est-à-dire que je comprends que les avis Google, c'est très important, mais aujourd'hui, les fiches Google ont perdu entre 15 et 30% parce que justement, il y a ces sites locaux. Donc, si on veut maintenir les 15 à 30% de pertes au même niveau qu'avant, il faut gérer aussi ces annuaires-là. Et je suis un peu catégorique là-dessus. Les gens, malheureusement, veulent pas l'entendre. En tout cas, je vois bien qu'ils veulent pas faire l'effort de le faire, mais ils perdent des opportunités. Et voilà, donc malheureusement, c'est du SEO aussi, et c'est indispensable de le faire et d'avoir cette présence de manière beaucoup très travaillée, très réfléchie, et pas forcément faire appel à un outil automatisé. Alors, il y en a qui sont bien, hein. Je vais être honnête, j'ai pas envie de les citer parce que ce sont quand même des concurrents à nous qui faisons à la main et à l'ancienne l'administration des pages Google. Mais il y en a un qui revient très couramment et qui n'est pas plébiscité par la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens que je connais me disent on s'est fait couillonner. Ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans avec cet élément-là qui est un élément payant, qui a racheté donc un annuaire très très célèbre, et sachez-le, vous allez forcément être démarché par lui. En l'occurrence, il démarche. Pourquoi? Parce qu'il propose des outils automatisés qui ne donnent pas de résultats. Et là, dernièrement, ils viennent justement de se faire mettre à l'amende par la CNIL, qui dit qu'en gros, ils ont utilisé les datas et les données pour justement démarcher sans l'autorisation. Ils viennent de se prendre une grosse amende. Donc les packs locaux, les voilà. La différence entre les États-Unis et l'Europe, vous le voyez ici. Donc les États-Unis, il n'y a qu'un seul pack local, tandis qu'en Europe, il y en a plein, et c'est un gros bordel sur les SERP, puisque Google est obligé de laisser apparaître ces packs locaux là. Pour le coup, c'est indispensable d'avoir une fiche bien remplie avec des éléments bien travaillés pour permettre à tous les éléments de vous donner le maximum de résultats. Il faut faire des Google Posts, il faut être dynamique, il faut ajouter des actus, des offres, laisser savoir aux personnes que vous êtes disponible, avoir un travail de dynamisation de manière régulière. Évidemment, comme d'hab, je le répète, d'avoir des avis qui sont monitorés et vérifiés. Allez les rechercher avec un lien ici qui est donné par Google. Vous avez même un QR code aujourd'hui qui est donné par Google, donc il ne faut pas hésiter. Répondre aux avis, je ne l'ai pas dit, mais indispensable également. Comme vous voyez, en fait, page jaune, Trustpilot, ils peuvent apparaître, vous voyez, sur votre fiche Google. Donc, il ne faut pas les exclure vraiment de votre stratégie, il faut les inclure. Là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pensez à répondre aux avis avec des mots-clés si possible. Améliorez-les justement, les avis. Moi, j'ai même des clients qui me demandent qu'est-ce que tu veux qu'on écrive sur les avis pour que ça soit le mieux pour toi. Et évidemment, pensez que les réponses sont encore plus regardées que les avis qui sont pas bons. Donc pour le coup, là j'ai donné 2 exemples et je prends le temps en formation de disséquer ça. Faites très attention à la manière dont vous allez répondre aux avis également. Les questions-réponses sont très importantes puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont, vous avez une possibilité qui est de faire apparaître des mots-clés évidemment dans ces FAQ. Les pubs sont aussi possibles aujourd'hui sur les fiches Google. Alors, les premières fois que j'en ai fait, c'était il y a 2 ans, ça donnait pas un max de résultats. Là, c'est un petit peu mieux. Dans les dernières Google Ads que j'ai fait, on n'a pas encore l'assurance que ce soit exceptionnel, mais avec des petits budgets, on peut se permettre, quand on est un business local, d'être mis en avant un petit peu plus haut, à condition évidemment qu'il y ait une recherche dans Google Maps à cet endroit-là. Pour les artisans du bâtiment, vous aviez les services locaux également, qui étaient un moyen de vérifier, vous voyez, que vous aviez un commerce qui était validé. Je crois que c'est en passe d'être annulé, donc ou en tout cas retiré. Donc je le présente encore parce que je ne suis pas sûr, mais j'ai un client qui est dans le bâtiment qui m'a dit hey, il y a ça qui a bougé. Oui, mais je lui dis ça, c'est toi qui l'as fait par toi-même, donc je n'y suis pour rien. Et oui, c'était un bon moyen pour les artisans du bâtiment d'avoir une garantie supplémentaire qu'en gros ils avaient les assurances, qu'ils étaient bien immatriculés, etc., etc., etc. Alors, on enchaîne avec la 3e partie, celle sur le référencement cette fois-ci, celle sur laquelle, évidemment, Google est devenu forcément le numéro 1, le leader, et les directives SEO qui sont celles qui sont données par Google au fur et à mesure des années. Alors,
Pas officiellement d'ailleurs, c'est plutôt des revues de spécialistes qui ont beaucoup communiqué sur les méthodes de SEO. Et puis, il y a 2-3 ans, il y a quand même eu cet élément qui a leaké, cet outil, ce rapport qui avait été fourni par Google qui donnait les grandes directives de comment fonctionnait la sélectivité des algorithmes de Google. On n'a pas appris grand-chose, on connaissait déjà un petit peu tout, mais pour certains, voilà, ils ont trouvé que c'était intéressant. On va partir de ça et donc arriver jusqu'aux évolutions récentes, notamment impactées par l'IA. Et pour le coup, comme je le dis, c'est pas un cours de SEO, c'est essayer de comprendre comment justement Google lui-même a cette incidence sur le SEO, tout simplement. Donc, on rappelle que déjà, le web, c'est deux objectifs à proprement parler. Déjà, attirer du trafic et convertir les prospects. Et c'est complètement différent de travailler le référencement d'un site web pour attirer du trafic versus de convertir des prospects. Parce que, en l'occurrence, il y a beaucoup de spécialistes du domaine qui disent « Oui, regardez, on arrive à avoir du trafic et ça a explosé dans les dernières années. » Très bien, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. C'est pas si compliqué que ça de faire ranker un site web ou en tout cas des expressions de recherche, des articles, des pages. Tout simplement, il suffit de savoir écrire comme le web le demande et pour le coup, on apparaît sur ce qu'on appelle les requêtes informationnelles. Or, pour un site web marchand, on va vouloir apparaître sur des requêtes commerciales. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et évidemment, comme n'importe qui dans le passé, moi, j'ai fait l'erreur aussi. Et je me suis rendu compte que, notamment, mon site formateur, en l'occurrence, il convertit pas du tout parce qu'en fait, c'est du contenu informationnel qui est écrit et qui répond à des requêtes informationnelles. Donc, des gens qui ne recherchent pas quelqu'un pour faire des formations ou pour avoir une prestation de service payante. Alors même que quand on a relancé le nouveau site qui maintenant a 3 ans, j'ai dit on se fait pas avoir cette fois-ci, on travaille les intentions commerciales avant tout. Et donc c'est vrai que c'est un autre travail et c'est une difficulté pour les gens qui veulent avoir accès à un prestataire de SEO parce qu'effectivement je comprends que montrer des courbes qui montent, ça va très très bien. Malheureusement, c'est pas si compliqué à faire. Le plus compliqué à faire, c'est de réussir à ce que le site web, il convertisse. Et là-dessus, c'est un autre boulot. Il y a 3 types de visiteurs. Ceux qui surfent, ceux qui participent, ceux qui cherchent. Et évidemment, pour ceux qui cherchent, on va essayer de se positionner en termes de référencement. Qu'est-ce qu'est donc un moteur de recherche en termes de référencement? Je vais vous donner la définition après. Les premiers justement moteurs de recherche, c'était ceux des éditeurs web, enfin de ceux qui donnaient l'accès au web, AOL, AltaVista, même MSN, qui était au départ le fait d'avoir un portail dans lequel on pouvait avoir un mail. Puis est arrivé Yahoo, puis est arrivé Bing et finalement c'est Google qui a remporté le marché. Alors moi je me souviens bien d'ailleurs qu'en 2000, au balbutiement d'Internet, j'utilisais Lycos pour faire des recherches, le fameux chien qui allait chercher et qui justement était beaucoup moins performant que Google, qui a gagné le marché en 3-4 ans. La définition du moteur de recherche, c'est un outil automatique qui est composé d'un formulaire de recherche, une barre de recherche. Et les résultats sont fournis par des algorithmes de pertinence dans ce qu'on appelle une SERP, que j'ai déjà défini tout à l'heure, à savoir SERP, Search Engine Result Page, les pages de résultats de Google. Les SERP, en l'occurrence, elles ont beaucoup évolué puisqu'aujourd'hui, vous les voyez, il y a à la fois des résultats organiques, de la recherche universelle, des rich snippets. Les rich snippets, c'est ce que vous voyez ici notamment, c'est les métadonnées qui peuvent apparaître dans les métadescriptions. Il y a des résultats payants qui sont donc les annonces ici et là. Je suis pas, non, c'est peut-être pas une annonce ça. Donc au moins là, Google Shopping, qui est le fait de faire apparaître des produits directement dans les SERP et les extensions d'annonces que vous ne voyez pas ici, mais qui arrivent en bas des annonces comme des liens cliquables bleus et que on verra tout à l'heure sur la partie SEA. Aujourd'hui, on dit que c'est une pinball, cette SERP, parce qu'il y a 810 combinaisons possibles de intention de clic, où est-ce que la personne va cliquer et où est-ce que la personne va donner sa confiance.
Pour différencier le SEA du SEO, dites-vous une chose, le SEA c'est souvent en haut avec ce petit élément obligatoire qui s'appelle l'annonce. Le SEA, j'ai peut-être dit SEO. Et le SEO, c'est ce qui arrive en dessous et qui n'a pas lieu d'être d'une annonce et qui n'est pas non plus l'élément de Google Maps. Hein. Voilà. Pour différencier le gratuit du payant, vous voyez, le payant, il y a écrit sponsorisé. Et le gratuit, c'est pas sponsorisé. Et là, l'exemple qu'on a fait, c'est que dans le GIF que vous voyez, il y a 0 contenu naturel. C'est-à-dire il n'y a que des contenus sponsorisés. Ce qui est aussi une analyse que j'ai fait la semaine dernière sur Bing, puisqu'ils ont intégré l'IA, un équivalent d'AI Overview sur Bing. En l'occurrence, il y a au moins 7 ou 8 annonces différentes, plus l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnalité de recherche naturelle. Alors, d'aucuns me diraient, oui, mais la P0, c'est du naturel. Je ne vais pas vous revenir sur des considérations de SEO. Là, c'est un débat. Pour moi, une P0 n'est pas un résultat naturel parce qu'elle répond à une requête informationnelle. Et donc, c'est une position qui arrive au-dessus des P1, P2, P3. Pour vous donner un ordre d'idée de la différence entre le payant et le gratuit et leur impact, eh bien, en gros, les liens les plus cliqués sont d'abord la P1, donc vous voyez ici 26% la position qui arrive en naturel, et après ce sont les ads, avec évidemment un privilège à l'ADS en première, donc ceux qui donnent le plus de budget pour y apparaître. Pour ouvrir le boîtier de leur serveur, ils ont utilisé des Legos. Ils sont allés dire à leur professeur de Stanford qu'ils allaient télécharger tout Internet et le rendre consultable. Et le professeur leur a ri au nez, parce que c'était une idée totalement folle. Même si à l'époque le web était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, c'était irréalisable. C'était trop vaste et désorganisé. Mais malgré tout, ils ont dit « Allons-y, essayons ». Vouloir organiser le web, ranger Internet pour que les gens puissent y accéder, nécessitait de plus en plus de puissance informatique. Et cela coûtait très cher. Mais de l'argent, leur secteur n'en manque pas. Le gouvernement américain a décidé d'investir dans ces nouvelles technologies. Ladies and gentlemen, the President and the Vice President of the United States. C'est le moment où la guerre froide a pris fin et où la nécessité de financer la technologie militaire a diminué. Et donc, ça a libéré des budgets pour soutenir d'autres secteurs. We know that the bill President Clinton is about to sign today will touch the life of every American and will help shape a world in which we use technology to put us more directly in contact with each other. A world in which our ability to create and receive information will be limited not by the bounds of our technologies, but only by the infinite boundaries of our imagination. C'est le moment où le gouvernement a décidé de soutenir Internet. Au début des années 90, beaucoup pensaient qu'Internet allait favoriser l'échange rapide d'informations et faire émerger un nouveau monde. Alors bien sûr, tout le monde voulait y investir. Our goal is to bring the benefits of these new tools to every part of our society and to every home. Ça entérine le fait pour le gouvernement américain de faire de l'économie des réseaux et l'économie embryonnaire de l'Internet le nouvel horizon économique des États-Unis. Et pour faire d'Internet le nouveau moteur de l'économie américaine, le gouvernement veut donner tous les moyens nécessaires à la recherche universitaire. C'était une décision qui avait un double objectif. Il ne s'agissait plus seulement de soutenir la science ou l'armée. Cela ouvrait des perspectives de croissance économique. Les subventions étaient attribuées au mérite. Seules les meilleures idées et les meilleurs chercheurs obtenaient des financements. Alors, il y avait une grande compétition pour décrocher ces fonds. Le département informatique de Stanford dispose de 24 millions de dollars pour financer les projets de ses étudiants. Larry et Sergey obtiennent ainsi facilement les fonds
pour développer leur idée. Le projet a été sponsorisé par un consortium d'agences gouvernementales. À l'époque, cela représentait une grosse somme d'argent. Au bout d'un an de recherche, ils finissent par trouver la formule mathématique capable de classer toutes les informations circulant sur la toile et ils la font tester à leur professeur. Ils sont venus nous dire « Hé, regardez ça !» Lorsqu'on comparait leurs résultats avec ceux des autres moteurs de recherche, aucun doute, le leur fonctionnait mieux. Au lieu d'obtenir une centaine de résultats qu'il fallait trier, on avait exactement ce que l'on recherchait tout en haut de la liste. Et j'ai compris ce jour-là qu'ils avaient fait une découverte qui allait révolutionner la recherche sur Internet. Les deux étudiants doivent maintenant donner un nom à leur invention. Un de leurs amis leur suggère Google, une référence à une formule mathématique. Google, ça signifie un nombre infiniment grand. Ils ont trouvé ce mot génial, mais ils l'ont écrit G-O-O-G-L-E, alors que Google, ça s'écrit G-O-O-G-O-L. Ce n'est pas la bonne orthographe. C'est une entreprise qui a un nom mal écrit. Le moteur de recherche Google est testé dans l'université et il connaît un succès fulgurant. Mais Larry et Sergey voient déjà plus grand. Ils ne pouvaient plus développer leur projet dans le simple cadre universitaire. Ils avaient besoin de plus d'argent et de matériel. Alors ils ont décidé de quitter l'université pour obtenir tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont loué un garage et se sont mis au travail. Ils ont pris congé de Stanford. La mère de Sergey Brin était très contrariée et elle lui a fait promettre de revenir pour obtenir son doctorat. Le 7 septembre 1998, Page et Brin créent leur propre compagnie dans un garage comme Steve Jobs 20 ans plus tôt. C'est d'ailleurs au même moment que le fondateur d'Apple fait son grand retour dans la Silicon Valley. Tout le monde ne parle que de lui, et Jobs, fidèle à sa légende, partage avec les médias sa vision de l'avenir. The web is incredibly exciting because it is the fulfillment of a lot of our dreams, and I think it's going to be huge. I think it's breathed a whole new generation of life into personal computing, and I think it's going to be huge. It's obvious once it happens, but 5 years ago, who would have guessed, right? That's right. Isn't this a wonderful place we live? Comme Steve Jobs, Larry et Sergey savent qu'ils peuvent devenir des pionniers. Mais pour cela, ils doivent se frotter au monde des affaires. Ils ont acheté des livres sur le monde des affaires et ont passé une semaine à les lire. Ça leur a semblé beaucoup plus simple à comprendre que les études scientifiques et technologiques. 6 mois plus tard, ils décrochent un rendez-vous avec des financiers. Et ils savent qu'il ne faut pas reproduire l'erreur de Steve Jobs. Ils doivent convaincre les investisseurs sans perdre le contrôle de leur société. Je les ai accompagnés à une réunion chez Kleiner Perkins. Ils parlaient, j'observais. Les responsables de ce fonds d'investissement leur ont demandé « Comment allez-vous gagner de l'argent ?» Et ils ont répondu « Nous allons vendre ce service aux entreprises qui en ont besoin. » Les investisseurs leur proposent de racheter Google 25 millions de dollars. Personne ne refuserait une telle offre, et pourtant. Larry Page et Sergey Brin s'étaient bien préparés. À la fin, ils ont dit « Si vous voulez prendre le contrôle de notre entreprise, nous ne prendrons pas votre argent. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous avons d'autres solutions. » Pris de court, les financiers acceptent de signer le chèque tout en laissant le contrôle de la société aux deux étudiants. C'est vraiment une histoire incroyable,
Ça montre à quel point ils sont atypiques. La plupart des gens ne prendraient pas le risque de refuser 25 millions de dollars. Mais il faut toujours croire à l'impossible. C'est ce que disait Larry Page. Quelques mois plus tard, Brin et Page quittent leur garage et emménagent dans des bureaux flambant neufs. À 25 ans, entourés de leur équipe, ils fêtent leur nouvelle vie de chef d'entreprise et de millionnaire. I decided that was a really difficult question. Fortunately, I only had to figure out what do you get Larry. Now, Larry, I always noticed he would periodically pass by my office, sort of, and have this beaming look toward me. And I always took this as a sign of affection. Yeah. Until one day I realized he wasn't really looking at me. He was looking at my throne. I decided that Larry, being CEO now, deserves his own throne. Oh no. Une ambiance de fête étudiante. Qui pourrait alors imaginer à ce moment-là que cette jeune start-up allait conquérir le monde en à peine 3 ans? En 2001, le moteur de recherche Google écrase tous ses concurrents aux États-Unis, mais également en Europe. Il conquiert ensuite les marchés asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, puis le reste du monde. Google a été la plus grande révolution depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. C'est le plus grand bouleversement technologique depuis 500 ans. Voilà donc pour les balbutiements de Google. Et maintenant, donc, on en arrive à ce qui a fait leur succès et pourquoi tout le monde est venu dessus. C'est à cause des algorithmes, à cause ou grâce, parce qu'au final, les gens se sont rendus compte que c'était beaucoup plus pertinent qu'ailleurs et ils référençaient beaucoup plus de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est un ensemble de règles, d'instructions et de systèmes qui permettent à une machine de trouver des informations pertinentes dans un océan de données. On ne parle pas d'un seul algorithme chez Google, mais bien de plusieurs algorithmes, des centaines en l'occurrence. Et c'est du machine learning. À la question « est-ce de l'IA ?» Oui, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, donc de l'IA. Les facteurs à prendre en considération par rapport à ces algorithmes. Eh bien, vous avez la pertinence du contenu, vous avez la qualité du contenu, le nombre et la qualité des autres sites web qui ont des liens vers cette page, ce qu'on appelle les backlinks. J'en ai fait une formation il y a quelques semaines sur la page. La structure de la page et son accessibilité mobile et bien plus encore. Est-ce qu'on doit suivre ou non les directives de Google? Dans le passé, j'ai eu l'occasion d'être un peu en contradiction avec certaines personnes qui voulaient avoir des pratiques qu'on appelle de black hat. Black hat, c'est un moyen un peu détourné de ne pas suivre les règles de Google et de pratiquer certaines choses qui peuvent donner des résultats très forts en quelques secondes, en quelques jours. Le problème en ayant ce genre de pratique, c'est qu'en général, c'est du très court terme et ça ne garantit pas du tout que d'ici quelques semaines, ça marchera encore et qu'il faut une équipe dédiée tout le temps dessus, sans parler du fait que ça n'amène pas forcément le bon trafic sur votre site web. Donc attention là-dessus parce que ça peut être un gros risque et sachez-le, Google scroll les sites de manière régulière, j'allais pas vous dire live mais presque. Si vous êtes un site dynamique, il va venir tous les jours dedans. Si vous n'êtes pas dynamique, il va venir peut-être plusieurs fois par mois, mais bon, il va se rendre compte que vous n'avez pas de modification. Et donc, il va ou non vous vous montrer s'il considère que vous travaillez avec les bonnes directives qui sont données par Google. Il y a un système de ranking, donc après, qui vous donne ces fameux classements. Ce ranking, il est de plusieurs manières. Évidemment, par rapport à la pertinence, est-ce que ça répond vraiment à la requête de l'utilisateur? Par popularité, et oui, la popularité revient énormément. Il faut avoir des backlinks, il faut du netlinking sur l'entièreté de l'écosystème Google, mais pas que. Et c'est ça qui aide, d'une manière générale, à comprendre la popularité d'une marque ou de son site web. La mesure d'audience et les catégories sont également des tris possibles. Dans les facteurs les plus courants des algorithmes de Google, on a la qualité de contenu, la sémantique, mais également ce qu'on appelle EEAT, qui est donc l'expertise, l'autorité et la fiabilité d'une marque et d'un site web.
Vous avez l'expérience sur la page, donc ce qu'on appelle les Core Web Vitals et l'expérience utilisateur UX, qui sont de l'ordre de l'analyse plutôt de est-ce que la personne trouve bien ce qu'elle veut rapidement, facilement quand elle est sur votre site internet. Et enfin, vous avez le link building qui sont également des éléments très importants puisque j'en ai parlé il y a quelques secondes. D'autres éléments des facteurs de classement de Google sont aussi très importants tels que la rapidité, le titrage, les encres, le maillage interne, les intentions utilisateurs, la géolocalisation, les multimédias, le contenu dupliqué, les usages dans le mauvais sens de l'IA, les formats, la qualité et la localité des serveurs. Bref, tout ça en fait une technique et une position à part que je montre dans la plupart de nos formations référencement naturel. Dans les algorithmes qui existent de Google, vous avez le PageRank. Alors le PageRank, c'est le tout premier algorithme de Google qui majoritairement était, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la possibilité de donner de l'importance à tous les liens qui renvoyaient vers un autre site web. En gros, plus un site web avait de liens qui redirigeaient vers son site, mieux c'était et plus Google considérait que le site était important. Suite à ça, ils ont mis en place pas mal d'autres algorithmes qui a fait évoluer beaucoup la qualité des réponses. Le plus connu étant Google Panda, qui est donc de pénaliser les sites web de faible qualité et qui pénalise notamment le contenu dupliqué, le contenu qui est pas original et le contenu qu'on va vraiment considérer qui est fade au sens de Google. Après ça, Google Penguin est arrivé et lancé en 2012. Il vise à pénaliser les sites utilisant de la manipulation de liens, ces fameuses méthodes Black Hat dont je parlais tout à l'heure, pour améliorer le classement. Les mauvaises pratiques de netlinking peuvent être l'achat de liens, justement, ou l'utilisation en quantité de liens de basse qualité. Vous avez eu Google Colibri qui est arrivé ensuite, qui était donc l'intention utilisateur, comprendre l'intention utilisateur. Le contexte et la manière de formuler une requête allait permettre à Google de mieux identifier les résultats attendus. Google Pigeon a ensuite été lancé, oui c'est un vrai zoo hein, Google. Google Pigeon a ensuite été lancé pour le référencement local, une priorisation au référencement local. Et il y a tout un ensemble d'autres animaux, mais pas que, qui ont été lancés plutôt au cours des années 2000 et qui sont cités ici. Alors, les dernières mises à jour, et il faut que vous les connaissiez parce que c'est celles qui ont le plus d'incidence aujourd'hui sur un site web, c'est à la fois EEAT et YMYL. EEAT étant ceux qui nous concernent le plus parce que YMYL, on est plutôt dans le domaine de la médecine ou dans le domaine qui répondent vraiment à des questions spécifiques, là où déjà le web est déjà très fourni. Google EEAT, donc on est sur l'expérience, l'expertise, l'autorité de marque et la fiabilité. Et pour cela, Google intègre donc des nouvelles analyses sur la qualité des résultats, sur ce qui est proposé sur le site web, sur la fiabilité et tout simplement, est-ce qu'on peut faire confiance à ce site-là dans les critères EEAT qui sont donnés. Alors pour nous, on a une feuille de route avec toutes les questions-réponses qu'on doit analyser pour un site web quand on travaille le SEO et l'aspect EEAT, mais c'est vrai que ce sont des composantes indispensables à aller chercher et qui peuvent donner de gros résultats a posteriori parce que au final, c'est pas, je dirais pas, je peux pas le quantifier par rapport à un backlink par exemple, mais à mon sens, c'est un gros score qui est donné si vous avez un bon score de ce qu'on appelle le trust flow, c'est-à-dire la note de fiabilité. Voilà, ce genre d'outil qu'on peut utiliser. J'avance un peu parce que voilà, donc je montre pas mal d'infographies de collègues. J'ai évoqué YMYL, Your Money, Your Life. Ce sont les questions qui répondent à des questions, les réponses qui répondent à des questions spécifiques à la santé, la stabilité financière ou la sécurité future des utilisateurs. Et donc, c'est pas mal quand même dans la santé, dans les éléments un peu, on va dire vraiment d'utilité publique. Et là, Google se dit, si vous allez vers ça, eh bien, vous avez des notes bonifiées de YMYL. Voilà, pour le coup, et c'est pour ça que nous, on a très peu de clients qui sont dans ce domaine-là. Mais si vous pensez que ça vaut le coup d'y répondre, pourquoi pas? Attention, encore une fois, YMYL peut vous apporter des requêtes et des utilisateurs qui font des requêtes
informationnels seulement. Donc, des gens qui ne sont pas des clients potentiels. Attention. En l'occurrence, si on devait résumer le SEO en 2025, est-ce que le SEO est uniquement l'affaire de Google en 2025? Et est-ce que on va pas vers une mutation digitale parce qu'on sait que les outils qui aident au référencement d'une manière générale, c'est-à-dire au fait d'être visible, c'est ce qu'on appelle les SEM. Ils sont composés du SEO, du SEA et des réseaux sociaux, à savoir les SMO. Et tout ça est-il encore d'actualité en 2025? Je passe assez rapidement sur les piliers du SEO tels que vous pourriez être mené à les connaître. Tout ça fait l'objet de plusieurs vidéos au sein de notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les consulter. Il n'y a pas grand intérêt de parler de ça là maintenant, puisque c'est pas un cours de SEO comme j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, vous le voyez au niveau des slides à l'heure actuelle. Au pire, vous faites un petit imprimé écran, ou vous faites un pause et vous restez très longtemps dessus. Ça me fera des points sur la vidéo à proprement parler et ce sera pas un mal. Les critères de facteurs de classement de Google, vous les avez dans une infographie de SEMrush qui est très bien matérialisée ici avec tous ces critères-là. Donc c'est extrêmement important d'essayer de tous les travailler évidemment parce qu'elles vont avoir des critères de bons résultats pour votre site web. La recherche est en train de beaucoup changer et même les utilisateurs se comportent complètement différemment puisque avec l'IA arrivant sur les SERP et ce qu'on appelle le Zero Click Search, c'est une étude de SparkToro qui dit qu'en 2024, 60% des recherches donnent lieu à zéro clic. Ce qui est quand même assez alarmant, mais qui, vous voyez ici en Europe, vous permet de vous rendre compte qu'en gros, quand les gens font une recherche, 22% recommencent leur recherche, 37% font rien et 40% seulement vont cliquer. Ce qui donne quand même une grosse baisse par rapport à ce qu'on pouvait imaginer était... Alors, c'est une étude 2024, on peut se dire peut-être qu'avant c'était plus, peut-être pas, mais en l'occurrence, c'est une réalité de voir que, sans doute, les gens qui font des recherches obtiennent déjà leurs résultats avant même de cliquer, enfin leur recherche, la réponse à leur recherche, avant de cliquer vers un site web, tout simplement. Parce qu'au final, sinon, il y aurait beaucoup plus de clics sur les sites web. Mais comme Google a beaucoup travaillé son écosystème pour que les SERP, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elles soient visibles au complet, avec plein de features, plein de fonctionnalités, voilà ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs études qui relèvent qu'en gros, Google est tombé en dessous des 90% sur la recherche des moteurs de recherche. Oui, on serait entre 80 et 90%. Là, j'ai plutôt préféré mettre une infographie que j'aime bien, qui montre en fait, face à toutes les opportunités de recherche, incluant donc les autres moteurs de recherche, mais aussi les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens font leurs recherches. Et comme vous pouvez le voir, 63% seulement utilisent Google. Et ça, c'était déjà il y a plus d'1 an. Donc il y a de fortes chances que ça ait continué à baisser. Où être présent en 2025 ? Eh bien, j'en ai fait un article que vous trouverez ici, ainsi qu'une vidéo il y a quelques semaines que vous retrouverez sur la chaîne, qui rappelle un peu toutes les plateformes tierces sur lesquelles vous devez être présent. Va-t-on vers ce qu'on appelle l'avenir du SEO, à savoir le GEO, un référencement complet incluant à la fois le SEO et les recherches sur les IA? La réponse est sans doute oui, puisqu'évidemment, de plus en plus de gens vont commencer à faire des requêtes commerciales. Je suis tombé sur une étude il y a quelques jours qui disait que 6% des requêtes commerciales étaient faites sur Google et 6% aussi sur les IA. Ce qui me paraît plus difficile à accepter. Mais voilà, j'en reparle plus tard parce que quand je dis plus difficile à accepter, c'est parce que moi, j'analyse Google Analytics pour plein de sites et je vois très peu de personnes qui viennent depuis les IA. Ça commence à venir, ça fait 6 mois que ça vient. Mais c'est pas encore le flux principal et aujourd'hui 80% c'est encore Google. Venons-en maintenant aux IA,
Venons-en maintenant au SEA, à savoir les Google Ads. Alors là, même chose, ça va pas être ou ça va être un très rapide état des lieux de Google Ads, puisque même chose, c'est important que vous sachiez dans Google 360 à quoi sert Google Ads et comment est-ce que ça marche. Bien entendu, ça n'est pas une formation à proprement parler sur Google Ads qui demanderait des heures et des heures de formation. D'ailleurs, pour être honnête, moi j'ai été certifié Google Ads en 2020, je crois. La certification est donnée pour 1 an et demi. Et ce qui est drôle, c'est que je fais beaucoup plus de Google Ads aujourd'hui qu'en 2020, donc je pense être beaucoup plus performant. Mais si je repassais la certification aujourd'hui, je suis pas sûr que je l'aurais. Donc il y a une sorte de bachotage qui est nécessaire pour comprendre le fonctionnement tel que Google l'amène dans ses cours de Google Ads. Et après la pratique, vous l'adaptez par rapport à ce que vous savez et pouvez faire. Donc c'est un outil dans lequel vous allez acheter des mots-clés si vous faites des Google Ads Search. On en fait pour nos clients et pour nous de manière régulière. Et vous voyez dans les résultats, donc vous avez des groupes d'annonces. Dans les résultats, vous aurez, en fonction du budget donné pour chacune des groupes d'annonces, le nombre de clics, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où vos annonces sont proposées, le taux de clic, le CPC, c'est le coût par clic moyen, le coût complet de ce groupe d'annonces et le taux de conversion par groupe d'annonces. Je reviendrai plus tard sur le taux de conversion. Ça ne veut pas dire grand-chose dépendamment puisque vous ne savez pas quel type de conversion ont été paramétrés. Mais pour ce budget-là, vous voyez, de 10 € par jour, voilà des résultats pendant... oui, donc je saurais pas les dates exactes, mais vu qu'il a été dépensé 57 €, 5 jours et 75% de un jour. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer un peu tout le détail, comme ça vous vous rendrez bien compte avec cette étude de cas qui correspond à nous, l'agence. On en fait très très peu des Google Ads, je vais être honnête. Sur une année, qu'est-ce que je dois dépenser pour Google 500 € gros max, ce qui est très très loin de la plupart des budgets que dédient nos clients. Et si vous le répartissez sur à chaque campagne, 150 € ici, 150 € là, ça vaut c'est 3-4 fois par an, gros max, et avec des taux sur 10 € qui sont trop faibles. Je peux vous le dire d'ores et déjà, il faut ruser pour que à ce tarif-là, ça fonctionne. D'ailleurs, il y a bien écrit limité par le budget, ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent plus de budget. Donc là, vous avez le détail des annonces après. Vous avez les mêmes éléments, vous avez un critère de qualité qui est donné à chacune des annonces, vous avez le relais avec les groupes d'annonces et derrière, vous avez aussi ce qu'on appelle les composantes. Alors les composantes, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les extensions, les petits boutons qui sont en dessous des annonces et qui sont cliquables. Et les extensions d'annonces, on peut en mettre beaucoup, ça s'appelle des composantes et ce sont des additions, des éléments additionnels à nos propres Google Ads. Après, évidemment, vous avez tous les mots-clés sur lesquels vous avez souhaité apparaître et vous pouvez voir lesquels fonctionnent le plus et vous emmènent du trafic ou pas vers la page de destination. Les points clés à retenir, c'est des critères de pertinence, de contrôle et de résultat. Plus vous allez travailler ces éléments-là, plus vous vous donnez la chance de faire que vos campagnes vont fonctionner. Moi, étant un peu feignasse quand on fait des annonces pour nous, je ne prends pas assez de temps pour refaire, d'une manière générale, les annonces et les retravailler, les remonitorer au même niveau que je peux faire pour mes clients parce que pour eux, je veux le maximum de résultats, tandis que pour nous, en fait, je dis que je suis feignasse parce qu'en fait, j'ai déjà des annonces qui ont porté leurs fruits dans le passé et je me dis, ça sert à rien de se creuser la tête vers autre chose. Alors, c'est plus ou moins faux, parce que d'abord, les Google Ads Search donnent un peu moins de résultats qu'avant, surtout avec les petits budgets que je vous ai donnés. Et il y a une telle concurrence aujourd'hui que quand on est en position 2 ou 3, on n'est pas sûr du tout d'obtenir du clic. Donc, il faudrait que je remette en question les systèmes d'acquisition. Celui que je vous ai montré là, les annonces, elles ont été paramétrées il y a facile 1 an et demi. Et pour le coup, ça serait intéressant de, en parallèle de ces annonces-là qu'on maintiendrait parce qu'on sait qu'elles convertissent, d'avoir une autre campagne et de regarder avec le même budget s'il est dédié de la même manière et s'il donne les mêmes résultats. Là, par contre, ce serait ultra intéressant. Les différents types de campagnes. Là, j'ai présenté majoritairement les Google Ads Search. Donc là, ça, de mots-clés. Ça apparaît comme ceci et vous voyez, maintenant, vous avez même les logos. Alors là, il n'y a pas de logo, mais sinon, il y a des logos si on a proposé un logo, ainsi que des images qui peuvent être proposées sur les réponses
des recherches de Google ainsi que des autres sites partenaires. Vous pouvez décocher les sites partenaires parce que on n'a pas trop la main, on ne sait pas trop où c'est et c'est un peu obscur. Donc, dans le doute, ça peut ne pas être intéressant de garder les partenaires. Vous avez les campagnes vidéo. Pourquoi j'ai mis 2 fois search? Un petit souci. Je pense. Ah oui, non. Je sais. C'était pour vous expliquer à partir d'une vidéo comment le faire de manière régulière, mais là, évidemment, j'aurai pas le temps. Les displays. Alors, c'était les premières ads de Google. Les displays, c'est vraiment ce qui permet d'avoir de l'affichage sans forcément acheter des mots-clés. Et ça va apparaître dans plein de domaines. Il faut pour ça des belles photos, de la bonne créa avec des titres et ça aide beaucoup. Les Google Ads YouTube, en l'occurrence, ça peut aider aussi. C'est la vidéo qui va s'afficher soit dans les shorts, soit dans les vidéos longues. Et ça coûte assez cher, mais ça peut être une option possible si vous avez des vidéos. Ensuite, les Google Ads Shopping. Alors là, clairement, il faut un compte marchand, Merchant Center, et ça permet d'avoir une visibilité bonus additionnelle pour ceux qui vendent des produits sur Google ou sur leur site web. Vous avez des Google Ads applications, vous avez des campagnes locales qui peuvent être faites, des campagnes hôtelières, des campagnes Discovery. Il y a plein de petits sous-campagnes aussi en fonction des domaines dans lesquels vous êtes. Vous pouvez faire du ciblage par ordinateur, par mobile ou par tablette uniquement, par langue, par lieu et paramétrer des budgets spécifiquement et les ajuster au fil de l'eau. C'est d'ailleurs ce que je conseille la plupart du temps. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Non, je les ai un petit peu toutes citées. Vous voyez, voilà les grands principes des Google Ads d'une manière générale et qu'on essaiera toujours de situer sur quel est le plus intéressant pour nous versus pour notre clientèle. Est-ce que notre clientèle est une clientèle qui fait des recherches sur vidéo, sur YouTube? Dans ces cas-là, peut-être que ça vaut le coup d'avoir une proposition depuis YouTube. Alors, me revoilà maintenant pour vous expliquer la structure d'une campagne, comment est-ce qu'on l'organise. Donc, pour le coup, les types de campagnes, j'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus. Il y a quand même un outil qui vous permettrait de vous tester, qui s'appelle le Google Keyword Planner. C'est pas complètement fiable, mais pendant des années, j'aimais bien l'utiliser pour faire des plans et pour avoir une idée du budget qui va être celui à dédier et pour pouvoir guider mes clients. Aujourd'hui, avec de l'IA, on va encore plus vite que cet outil-là. Et puis, je préfère travailler en empirique, c'est-à-dire faire ma propre analyse du marché, faire mes propres recherches et tout de suite monitorer, itérer le travail pour bonifier toujours les résultats au fur et à mesure et non pas passer par ces plans qui peuvent être un peu... J'ai eu 2-3 mauvais résultats une fois. Enfin, les éléments étaient vraiment grotesques dans les résultats du planificateur de mots-clés. Donc, depuis, j'y fais beaucoup moins confiance. J'ai mis un petit graphique pour resituer un petit peu les équivalents de bons et de mauvais CTR en fonction des industries. Donc, vous voyez votre secteur d'activité en bas et vous voyez dans votre domaine à quel CTR vous pouvez prétendre. Attention, ces CTR-là sont beaucoup plus hauts quand on est en campagne de trafic et beaucoup plus bas quand on est en campagne de conversion. Et c'est normal. Donc, prenez pas pour argent comptant si d'un seul coup vous avez un CTR à 20% en disant « Waouh, je suis vraiment très très doué en Google Ads ». Bah, pas forcément, parce que peut-être que ce que vous avez envoyé, c'est du trafic qui fait des recherches et qui veulent bien regarder des sites web, mais qui sont pas prêts à passer à l'action pour convertir. Donc, gardez ça en tête quand même. Les différentes étapes, donc je les ai rappelées. J'ai reprécisé comment est-ce qu'on doit travailler de manière récurrente sur Google Ads et pourquoi c'est vraiment important. Les étapes sur comment le mettre en œuvre. Encore une fois, voilà, vous lisez à tête reposée si ça vous est utile. Sinon, je vais pas vous refaire un cours empirique qui durerait 10 heures. Mais là, je pense qu'on est quand même parti pour 2-3 heures. Donc, autant que j'arrive quand même à l'essentiel dans certains cas de figure. Les 3 grands facteurs déterminants. Le taux de clic attendu, la convivialité d'une page et la pertinence de l'annonce. Alors ça peut paraître un peu obscur, mais c'est vraiment les directives qui sont données quand on passe les Google Ads. Donc autant vous dire que après on y met une attention particulière.
Le message va être très important et c'est vrai que les gens se disent le plus important c'est les audiences, mais non en fait, c'est pas que les audiences, il faut aussi pouvoir travailler le bon message, le bon titre pour que ça s'affiche vers les bonnes personnes. Vous voyez pour le coup, il y a la possibilité de fonctionner avec des biais cognitifs en l'occurrence, comme le FOMO, le Fear of Missing Out. Les listes aussi marchent très bien et permettent d'engager le lecteur. Il y a plein d'options sur comment bien écrire et paramétrer nos Google Ads. Et pour le coup, je vous conseille justement d'aller vraiment rechercher un peu tous ces biais-là. Je termine sur les extensions qui sont celles qui nous sont proposées. Alors, il y en a plein, hein, je vais les faire très rapidement. Il y a les extensions de lieux, les extensions d'accroche, les extensions de lieux affiliés, les extensions d'appel, donc le fait de pouvoir mettre un numéro de téléphone pour être appelé directement, les extensions de formulaires pour prospects, d'extraits de sites, moi j'en mets très souvent, les extensions de liens annexes et d'applications. Ah oui, il reste aussi les extensions de prix et d'avis sur les marchands pour les e-commerçants. Voilà, extension de promotion si vous avez une promotion en cours. Et voilà, après je finis un peu avec des conseils. Les éléments prix, ça peut aider, mais évidemment, il faut avoir la possibilité de faire des prix. Les preuves sociales, évidemment, les avis, tous ces éléments-là, c'est un plus. Hein. Pour terminer, et j'ai pas évoqué au préalable ces éléments, depuis 2-3 ans, Google a lancé les Performance Max qui sont, on va dire, une sorte de répertoire de toutes les Google Ads lancées au même endroit et ça permet d'être visible sur tous les moteurs de recherche et de n'avoir pas que des Google Ads Search ou que des Google Vidéo, Ads Vidéo, et donc vous faites tout au même endroit. Et c'est pour ça que il met beaucoup d'avantages à en faire, et c'est ce que je conseille aussi à mes clients, parce que pour le coup, ça permet de travailler tout le parcours utilisateur depuis la personne qui ne vous connaît pas jusqu'à la personne qui est prête à passer à l'action. On a eu des très bons résultats justement pour des restaurateurs pour lesquels on travaillait là-dessus. Ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire il faut des titres, il faut des descriptions, il faut beaucoup de créa. Là pour le coup, il faut quand même des créas vidéo et des créas visuels. Et quelques extensions d'annonces aussi qui vont être importantes. Et au final, après, on peut paramétrer des conversions et voir exactement qu'est-ce qui a marché. Là, vous le voyez rapidement parce que je l'ai passé, il y avait eu 226 appels directs à partir d'un budget qui était relativement faible de mémoire. Je sais plus si je l'ai laissé. Si, je pense que je l'ai laissé, on va le voir à la fin. Vous voyez, 226 appels et au final, 138 conversions officielles pour un budget de 129 €. Donc, si les 138 personnes qui ont appelé et qui ont passé rendez-vous, elles sont vraiment venues, vu que le panier moyen il est peut-être à 40 €, au final, les 129, ils sont très très bien investis. Voilà les genres de créa qu'il faut fournir, les thèmes de recherche qu'il faut donner. Faut paramétrer les tags de conversion et voilà, en fait, j'ai résumé à la fin comment les Google Ads se paramètrent, une petite conclusion et le fait de voir qu'il y a un entonnoir et que on peut définir des audiences et des intentions en fonction des objectifs de nos Google Ads en cours de route. Voilà, je pense que ça termine un peu cette partie, cette fois-ci SEA. Donc j'ai terminé la 4e partie, il me reste la 5e et la 6e. Alors on en arrive à cette 5e partie. Et donc ce qu'on a appris il y a à peine quelques jours sur la conférence Google I/O 2025, en sachant que évidemment ce qu'on va vous présenter n'est pas encore en place, encore moins en France, mais dans les mois qui viennent ça va forcément arriver et ça prend plus ou moins plusieurs semaines, hein, mais c'est vrai que le 20 mai dernier on peut dire que Google un peu a bouleversé le web et a fait mentir à un ensemble de gens qui titrent régulièrement Google est mort. L'effet d'annonce que nous aussi on peut prendre par moment, même si on le sait au fond de nous, c'est vraiment pas le cas, mais en tout cas le web au sens où on l'a connu jusqu'à présent n'est plus de la même manière qu'il y était pendant 20 ans, même peut-être un peu plus que 20 ans.
Déjà, vous l'aurez compris, je l'ai déjà pas mal présenté, notamment sur la deuxième partie, la recherche web telle que nous la connaissons, c'est un peu fini. D'abord parce que les gens ont pris en main l'IA, parce que l'IA est arrivée sur les moteurs de recherche et parce qu'un ensemble de personnes n'utilisent plus les moteurs de recherche. Donc pour le coup, c'est vrai que Google a misé tout sur la recherche, sur l'intelligence artificielle, avec des outils plus ou moins puissants, que là j'ai résumé un petit peu avec des exemples de ce qui a été annoncé lors du Google I.O. 2025. On va les revoir d'une manière générale, avec également quelques petits extraits vidéo. Pour le coup, c'est à prendre en considération très vite, forcément, puisque ça va arriver. Forcément, on peut pas dire le contraire. Déjà, les AI Overview qu'on a beaucoup évoqués dans les 2 dernières années, c'est l'IA qui va arriver directement sur les moteurs de recherche. Donc, c'est déjà en place depuis plus d'1 an sur pas mal de pays, aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, sauf en France. Et ça concerne entre 15 et 30% des requêtes. Donc c'est pas sur toutes les requêtes, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, la plupart des gens ont hurlé en se disant « Waouh, mais ça veut dire que les gens vont plus cliquer sur des liens, qu'est-ce que ça sert, on a fait tout le SEO, etc. » Bon, alors vous l'avez vu dans la partie d'avant, déjà, on le sait, les gens cliquent plus forcément sur les liens, et surtout, pour le coup, effectivement, on n'a pas de vue vraiment sur est-ce que c'est bénéfique ou plutôt préjudiciable au SEO. La solution serait peut-être la deuxième que je viens de vous citer, non seulement parce que les gens ne cliqueraient pas sur les liens, mais les P0, à mon sens, ne sont pas cliqués. Les résultats que donnait Google depuis quelques années, comme on l'a vu avec notre statistique, c'est déjà le cas. Donc peut-être qu'au final, les liens qui vont être cliqués vont donner beaucoup plus de conversions et que derrière, peut-être qu'on aura moins de déchets sur les sites. C'est une hypothèse. En l'occurrence, un des éléments qui a été amené par l'I.O. 2025 de Google, c'est dans un premier temps un nouveau mode qui va apparaître dans les onglets tout en haut. Vous voyez, il y a écrit AI Mode. C'est une nouvelle manière d'utiliser l'IA. En gros, c'est Gemini qu'ils ont mis en haut avec des réponses longues et la possibilité à la fois de faire des requêtes sous forme de prompt ou des requêtes vocales, comme je le dis depuis le début. Ça sert peut-être pas d'apprendre par cœur des milliers de prompts. Par contre, ce qui sert, c'est de savoir ce qu'il faut intégrer dans votre discussion de base. Et donc, pour le coup, faire des vocaux de 2 minutes. Je dis bien 2 minutes parce que parfois c'est trop long, 2 minutes, plus de 2 minutes. Mais au final, ça permet de dresser le contexte de la demande et la recherche. Et après, vous êtes en conversation. Vous avez l'IA Gemini qui fonctionne de la même manière que ChatGPT. Pour le coup, ils ont aussi avancé toutes les nouveautés sur Gemini 2.5 qu'ils annoncent comme plus rapide, plus complet et avec beaucoup plus de pertinence au niveau des synthèses. Gemini qui lui aussi est arrivé dans Chrome, qui devient donc un véritable assistant. Nous lançons Gemini dans Chrome. Ce sera votre assistant IA qui sera là pour vous lorsque vous naviguerez sur le web sur votre ordinateur. Le plus incroyable, c'est que vous pouvez l'utiliser et qu'il comprend automatiquement le contexte de la page sur laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous avez une question, vous pouvez obtenir une réponse. Voilà un extrait de la conférence. En gros, on part du principe que maintenant Gemini n'est plus uniquement cet assistant externalisé, qu'on l'intègre dans Chrome et qu'on va venir lui parler de la même manière qu'on parlerait à un humain pour qu'il nous aide au maximum. Autre information, la recherche live. Alors, elle a été lancée sur ChatGPT depuis un bon moment. Elle l'est aussi sur Gemini. Pour le coup, je mets ma main à couper qu'elle sera bien meilleure que celle de ChatGPT, puisque ChatGPT lui-même va faire des recherches sur Bing la plupart du temps, un peu aussi sur Google, mais majoritairement sur Bing, notamment en intention de recherche commerciale et en SEO local, là où Gemini va aller chercher directement dans les résultats de Google. Donc, ça me paraît être beaucoup plus pertinent. Nous faisons le prochain grand pas en multimodalité en intégrant les capacités live de Project Astra dans le mode IA. Nous appelons cela Search Live. Et maintenant, en utilisant votre caméra, la recherche peut voir ce que vous voyez et vous donner des informations utiles en temps réel pendant que vous interagissez.
Voilà un autre exemple. Autre élément qui a été lancé, le Project Mariner, qui serait un assistant directement à Gemini. Nous avons également notre prototype de recherche Project Mariner. C'est un agent capable d'interagir avec le web et de faire des choses. Supposons que vous cherchiez un appartement pour vous et 2 colocataires à Austin. Chacun d'entre vous a un budget de $1 200 par mois. Vous voulez une machine à laver et un sèche-linge, ou au moins une laverie automatique à proximité. En utilisant le mode agent, l'application Gemini se met au travail en coulisses. Elle trouve des annonces sur des sites comme Zillow qui correspondent à vos critères et utilise Project Mariner si nécessaire pour ajuster des filtres très spécifiques. Une version expérimentale du mode agent dans l'application Gemini sera bientôt disponible pour les abonnés. Voilà, donc ça va beaucoup plus loin que la recherche approfondie qui est déjà présente dans les IA aussi, et ça permet, on va dire, d'être beaucoup plus descendu dans le bas de la recherche et non pas à haute échelle dans les requêtes informationnelles comme on a pu l'évoquer jusqu'à présent. Gemini a lancé Imagen 4 il y a quelques semaines, qui est la possibilité de créer des contenus visuels de haute qualité, et là-dessus, encore une fois, il l'avance et il le montre comme extrêmement puissant. Dès aujourd'hui, nous intégrons notre modèle de génération d'images le plus récent et le plus performant dans l'application Gemini. Il s'appelle Imagen 4 et c'est un grand pas en avant. Imaginons que je veuille créer une affiche pour un festival de musique. Nous allons faire du dinosaure de Chrome la tête d'affiche. Imagen 4 ne se contente pas de reproduire le texte et l'orthographe correctement. Il fait de véritables choix créatifs, comme utiliser des os de dinosaures pour la police, ou déterminer l'espacement, la taille de la police, et la mise en page pour que cela ressemble à cette superbe affiche. Voilà, évidemment, quand on parle créa, il y a le visuel, mais il y a aussi la vidéo. Ça a beaucoup fait parler, beaucoup de médias ont relayé ça. Il s'agit de VO3 qui n'est pas encore disponible en France, mais que beaucoup essayent de tester aux États-Unis. Pour l'instant, attention quand même, ça consomme énormément et c'est assez difficile à mettre en œuvre, mais c'est assez bluffant d'en voir les résultats. Je suis ravi d'annoncer notre nouveau modèle de pointe, VO3. Il est disponible dès aujourd'hui. VO3 est livré avec la génération audio native. Maintenant, vous lui donnez une instruction et vos personnages peuvent parler. La qualité est si bonne. On a l'impression d'être là, sur le bateau avec ce type. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. Les fonctionnalités de Gemini Live sont gratuites et seront déployées sur Android et iOS. Nous avons récemment lancé Lyria 2, capable de générer de la musique haute fidélité et de l'audio de qualité professionnelle. La musique est mélodieuse, avec des voix, des solos et des chœurs. Comme vous l'entendez, il crée une musique expressive et riche. Lyria 2 est disponible dès aujourd'hui pour les entreprises, les créateurs YouTube et les musiciens. Bon là, on va un petit peu plus loin évidemment. Je vais revenir un petit peu sur VO3 qui va devenir donc un concurrent à Sora pour ChatGPT ou à Kling que j'ai beaucoup mis en avant ces dernières semaines et qui ont fait l'objet de pas mal de tests au sein de mon équipe. On a hâte aussi d'essayer VO3 pour voir si ce sera aussi utile. Il y a évidemment ce qu'ils ont évoqué aussi sur le sonore qui va vraiment intéresser beaucoup plus une niche que évidemment la population entière. Enfin, 2 autres éléments qui sont nommés Flow et SynthID. Il y a 2 ans, nous avons été les pionniers de SynthID qui intègre des filigranes invisibles dans les médias générés. Notre nouveau détecteur SynthID peut identifier si une image, une piste audio, un texte ou une vidéo contient un filigrane SynthID. Nous commençons à le déployer auprès des premiers testeurs dès aujourd'hui. Nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour les cinéastes. Ainsi, lorsque vous créez une vidéo, il utilisera les éléments que vous lui donnez, personnages, scènes ou style, et les maintiendra cohérents. Ou vous pouvez diriger VO en lui donnant des instructions précises pour la caméra, et il filmera le long d'un chemin spécifique. Nous avons développé un nouvel outil de création vidéo basé sur l'IA pour les créateurs. Un outil qui combine le meilleur de VO, Imagen et Gemini. Nous l'appelons Flow, et il est lancé aujourd'hui. Voilà, donc 2 autres outils. Je vais évidemment pas trop développer là-dessus. On n'a pas énormément d'infos et puis c'est pas encore live, mais évidemment on pourra en apprendre plus dans les semaines à venir. Enfin, sur la révolution du e-commerce,
la suppression des intermédiaires, et là peut-être que ça va amener des nouvelles difficultés, on va dire, au niveau du web, en l'occurrence. Maintenant, en utilisant votre caméra, la recherche peut voir ce que vous voyez et vous donner des informations utiles en temps réel pendant que vous interagissez. Mais maintenant, je suis confrontée au dilemme classique des achats en ligne. Je n'ai aucune idée de l'aspect de ces styles sur moi. Nous introduisons donc une nouvelle fonctionnalité d'essayage qui vous aidera à essayer virtuellement des vêtements, afin que vous ayez une idée de l'aspect des styles sur vous. Laissez-moi vous montrer une démonstration en direct. J'aime beaucoup celle-ci, la bleue. Je clique sur ce bouton pour l'essayer. Il me demande de télécharger une photo, ce qui m'amène à ma galerie. J'ai beaucoup de photos ici. Je vais en choisir une en pied et avec une vue claire de moi. Et c'est parti. Pour ce faire, nous avons développé un modèle de génération d'images personnalisées, spécifiquement entraîné pour la mode. Et ça marche! Nos nouvelles capacités intelligentes combinent le meilleur du shopping avec le meilleur de l'IA, ici même dans la recherche. Nos nouvelles fonctionnalités d'achat visuel et de paiement intelligent seront déployées dans les prochains mois, et vous pouvez commencer à essayer virtuellement des tenues dans Labs dès aujourd'hui aux États-Unis. Alors il y a deux choses dans cet extrait. D'abord le Try-On qui était déjà développé par Amazon et par ByteDance en Chine. Ils ont fait juste reproduire des fonctionnalités d'essayage sur des photos pour mieux se rendre compte. Et la fonctionnalité Lens, même chose, qui permet donc de faire des recherches directement par visuel. Ça fait quand même quelques mois que je faisais l'exercice et je m'en suis servi d'ailleurs avec mes parents il y a pas longtemps. Enfin si, il y a déjà 1 an et demi. Ils cherchaient un papier peint. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais comment trouver ce papier peint? Bah je dis, est-ce que tu as essayé Lens? Ils m'ont dit, il est quoi? Et donc, je l'ai pris en photo, je l'ai scanné avec Lens, et Lens m'a directement montré où est-ce qu'on pouvait racheter le papier peint identique dans les minutes qui suivaient sur un site, un marchand directement en ligne, et emballer, c'est peser, c'était fait. C'est l'avenir de la recherche, et donc forcément que de l'autre côté, dans les propositions, il va falloir vous situer correctement au niveau du SEO par rapport à vos produits, parce que forcément, si vous travaillez bien ça, vous pourrez être proposé directement sur les recherches Google Lens. Enfin, on termine avec la traduction en temps réel. Et aujourd'hui, nous introduisons cette traduction vocale en temps réel directement dans Google Meet. La traduction de l'anglais et de l'espagnol est maintenant disponible pour les abonnés, et d'autres langues seront déployées dans les prochaines semaines. Donc c'est une traduction live, elle est assez bluffante, vous l'avez pas forcément vu ici, mais on l'a vu pas mal tourner aussi, et maintenant, ça fait quand même quelques mois que c'est annoncé, on peut se dire que les gens regarderont nos vidéos dans la langue qu'ils veulent, directement, simultanément, traduit, et non pas uniquement avec du sous-titrage, ou avec une traduction qui serait pas en même temps. En l'occurrence, ça va encore beaucoup plus loin que la traduction classique. Alors je fais un petit laïus sur les menaces à la création de contenu, parce que évidemment que tous ceux qui font de la création de contenu sont concernés, et peut-être que ça donnera moins de boulot pour certaines personnes et plus pour d'autres, puisque ceux qui maîtriseront tous ces éléments vont faire en sorte que peut-être qu'ils trouveront des nouvelles opportunités. Voilà. Après, évidemment, je conclus sur la totalité de ce que j'ai pu vous évoquer. Je vais pas vous refaire une conclusion. Je pense que c'était assez clair jusque-là. On en arrive à notre dernière partie, qui est de se poser la question, finalement, une fois qu'on sait que Google, c'est une partie du SEO, du SEA, de l'IA et des recherches d'une manière globale de l'intention consommateur, est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne saurais pas de Google et qui pourraient m'impacter ou changer ma vie? Eh bien, j'ai quelques extraits qui sont à ajouter, et afin que vous vous rendiez compte de ce sur quoi bosse Google, notamment sur le fait de travailler sur l'éternalité humaine. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul, et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel, et notre pensée deviendra un mélange de pensée biologique et non biologique. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortel.
Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés? Comme les dirigeants de Google, le docteur Laurent Alexandre en est persuadé. Certains hommes vivront bientôt plusieurs siècles. Mais ce spécialiste de la médecine de demain se méfie des promesses de vie éternelle qui accompagnent ces progrès de la science. La science est en train de quitter la science. Elle est en train d'organiser la politique. Les gens de la Silicon Valley veulent être les vrais politiciens du XXIe siècle, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions sur l'avenir de l'humanité. Il y a un gros risque avec ces technologies, c'est que l'homme soit pris d'un sentiment de toute puissance, qu'il se prenne pour Dieu et qu'il réorganise complètement le fonctionnement de nos vies au détriment du sens de notre vie. Vous comprenez donc que Google travaille sur autre chose que uniquement ces aspects de recherche et effectivement l'avènement de l'humain augmenté, c'est vraiment ce sur quoi ils bossent. Alors pour le coup, c'est IA et avènement de l'humain augmenté puisque en gros tout ce que vous avez pu voir dans les séries dystopiques du futur, peut-être sont en tout cas en termes de travail en train d'être réfléchi et mis en œuvre par Google. Ça fait à peu près 20 ans que Google investit dans l'investissement dans l'intelligence artificielle, dans un premier temps pour améliorer l'accès à l'information, mais aussi pour faire fusionner l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. Ça, c'est une réalité. On a la même chose du point de vue de OpenAI, puisque ils mettent de l'argent pour, entre guillemets, vaincre la mort, avec Google, OpenAI et d'autres qui bossent dessus, donc dans la Silicon Valley, Elon Musk pour ne pas le citer, afin de prolonger la vie humaine et donc de transférer éventuellement les consciences. Ajouté à ça, donc il y aura une exposition des objets connectés. On estime à 1000 milliards d'objets connectés d'IA en 2040 et que possiblement les intelligences humaines deviendront minoritaires face aux intelligences ambiantes. Donc la question éthique de se demander est-ce que c'est invasif ou non invasif d'hybrider l'humain, évidemment donne le lieu à des débats passionnants également avec les étudiants que j'ai l'occasion de mener avec eux. Voilà, on va pas le faire ici parce que je suis tout seul et que forcément ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être analysé, travaillé et compréhensible puisque ce pourquoi travaille Google tel qu'une neuroprothèse anticipant nos besoins avant même notre conscience, donc c'est-à-dire clairement en lien avec le cerveau, pourrait être prévu au sens des chercheurs autour des 2035. Donc c'est pas si loin. Attention avec la manipulation possible entre l'IA et le religieux parce qu'on le sait,
l'humain a souvent fait l'amalgame entre les deux, et alors pas entre les deux de l'IA, mais en tout cas mener les peuples et un peu manipuler les peuples au travers les différents moyens de communication. Donc pour le coup, l'IA pourrait en être un de plus, et tout ce qui est implants, prothèses et compagnie pourrait venir à changer ou à interagir directement avec les émotions, les croyances, les visions spirituelles. Là aussi, un autre débat pourrait être intéressant. La conscience sera-t-elle transférée ou transférable en 2035 ? À voir, hein. Moi 2045, pardon. Je ne le verrai peut-être pas, peut-être que oui. Mais pourra-t-on survivre ou non à la mort biologique ? Ça, c'est une autre question. Évidemment, je termine par quelque chose qui laisse plutôt assourir les gens. Un extrait d'un passage d'un spectacle de Blanche Gardin sur la psy. Ça peut être aussi un petit peu troublant. Comme d'habitude, je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach formateur depuis une vingtaine d'années en marketing et marketing digital. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter si vous avez des questions et également à découvrir le programme Alpha, justement pour un petit peu, si vous voulez monter vous-même en compétences tout en étant accompagné pendant 12 mois avec d'autres personnes justement qui ont besoin de faire du web leur outil tous les jours, n'hésitez pas. C'est en ce moment et c'est directement sur le lien. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye.